Gaëtan, jamais, faut jamais, 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 jamais faire ça. La transparence n'est pas de ce monde. La transparence, tu vas te faire bouffer tout cru. Pour deux raisons principales. La première, c'est que les autres ne font pas ça et que ça va être suspect. Bon, il y a d'autres raisons. C'est que si tu fais de la transparence, tu imposes à l'autre la transparence en termes de réciprocité. Il n'a pas prévu. Et la transparence, ça veut dire que tu voudrais être honnête dans un environnement qui est globalement malhonnête, mais socialement acceptable. Donc tu deviens dangereux parce que tu questionnes le système à un endroit où il n'a pas envie d'aller. Et ça te rend vulnérable. Donc globalement, on va te le faire payer. Euh, il y a aussi question dans ce livre à beaucoup de reprises de revenir au corps. Quel est l'intérêt selon toi de ce retour au corps? Qu'est-ce qui l'autorise? C'est super important. Super important, c'est pour moi, c'est même non négociable. C'est prioritaire, c'est majeur. Une fois de plus, encore plus pour les femmes que pour les hommes. C'est-à-dire que le corps a toujours raison. Le corps, hein. Parce que le cerveau traduit de ce que lui dit le corps. Ça, c'est du cerveau, c'est pas du corps. Le corps a toujours raison, le corps nous répare pour nos maladies. Le corps, c'est une manière, c'est le tableau de bord qui nous permet de capter des intuitions, des sensations. Beaucoup d'atypiques, surtout les hommes, tu vois, ils sont branchés au-dessus, puis font en sorte que tout ce qui est en dessous se démerde pour avancer. Les femmes ne peuvent pas faire ça. Et il y a un enjeu pour revenir sur le corps en termes de régulation, en termes d'harmonisation sur nos différents espaces, sur le fait d'être raciné par rapport à nos émotions et un sujet qu'on a eu tout à l'heure. Il faut être raciné. C'est pour ça que beaucoup d'atypiques, et encore plus pour des personnes autistes, c'est aidant d'aller dans la nature ou de jouer avec des animaux parce que ils négocient pas. Tu discutes pas avec un animal. En tout cas, tu t'essaies pas de mentir parce qu'il en a rien à faire. C'est comme en éthologie avec les chevaux. Donc le corps, c'est revenir à un équilibre. Et surtout pour les gens qui pensent trop et qui ont embolisé leur cerveau, faut pas intervenir sur le cerveau, faut intervenir sur le corps comme une prise électrique, c'est une prise à la terre. Donc le corps, il sert à désemboliser le cerveau. Ça, c'est de manière générique. Pour les femmes, je parle souvent qu'elles ont besoin de contenants, pas enfermement, parce qu'elles ont ça fume de partout, mais en plus, quand je discute avec le créateur, je trouve que c'est quelqu'un d'intéressant. Il a pas mis les mêmes logiciels dans les structures biologiques féminines. Elles n'ont pas les mêmes constructions du fait qu'elles donnent la vie. Et je pense que ça produit un fonctionnement psychobiologique différent. Qui leur fout un peu le bazar, rajouter le bazar tous les mois, et ça passe par le corps. Donc les femmes atypiques, y compris leur processus d'apprentissage, ça passe par le corps, par les vibrations, par le fait de comprendre. Donc il s'agit pas de maîtriser le corps, il s'agit de le soutenir, de l'accompagner avec toutes les techniques qu'on a vues, de l'écouter aussi et de pas l'ignorer. Sinon il fera ce qu'il veut pour nous rappeler à nous. Donc le corps, c'est un vrai enjeu et c'est un outil. C'est un outil de travail, nos résonances magnétiques, l'empathie, ce dont on perçoit des autres, ça passe par le corps. Et il vaut mieux être à l'écoute de notre corps pour savoir ce qui se passe, y compris quand on sent des choses et qu'on est avec des tiers ou en travail d'accompagnement, savoir ce qui est à nous ou pas à nous, ce qui est à l'autre. Il faut avoir vraiment une forme d'intensité, de densité et de mesurer les frontières. Le corps, c'est super important. Mhm. Bah, je te rejoins là-dessus tout en n'étant pas très compétent sur le sujet puisque j'ai vécu la majorité de ma vie avec uniquement la tête d'allumée et le reste, je sais pas trop ce qui s'y passait. Donc je suis en train de récupérer les fonctions, je vois à quel point c'est précieux, mais je fais ça à mon rythme, petit à petit. Je peux que conseiller aux gens d'aller dans cette direction si jamais ils sentent ça juste pour eux. Mais là, j'ai beaucoup moins de billes que ce que j'aimerais pour pouvoir compléter un petit peu ce que tu dis et pour pouvoir témoigner de ce que ça veut dire pour moi. Néanmoins, il y a un truc qui me vient, c'est la distinction qu'on pourrait faire entre la façon dont le corps parfois s'allume temporairement pour nous indiquer, nous signaler quelque chose. À titre personnel, moi j'ai testé plusieurs fois les calculs rénaux, voire pas mal de fois. Et depuis, j'ai dû comprendre le signal puisque j'en fais plus. Mais qu'en est-il des maladies? Alors je sais que justement vous avez parlé de ça sur ta chaîne, mais qu'en est-il des maladies dont on ne peut pas se débarrasser, des maladies qui vont nous suivre jusqu'au bout et qui donc du coup ne valent peut-être même pas la peine d'être comprises, d'être éteintes, puisque de toute façon, par définition, elles sont là pour toujours. Je crois pas, mais c'est un postulat. Après, si on a une jambe en moins, si tu veux, c'est pas une maladie. Donc, comme la question elle est générique, tu vois, je suis nuancé. Moi, je pars du principe qu'il n'y a rien qui est là pour toujours, y compris nous-mêmes. Que les maladies, ce qu'on échangeait avec le docteur Elfer, c'est que les maladies sont des solutions, pas des problèmes. Ce qu'on utilise en orientation solution, c'est ce que vivent les gens sont des solutions, pas des problèmes. Les filles atypiques
qui font régulièrement des TS ou des tentatives de suicide, des escarifications, ce sont des solutions, pas des problèmes. Je viens d'intervenir sur un sommet de la parentalité, j'expliquais ça. Les garçons qui font plutôt de la drogue, de l'alcool et des jeux, c'est une solution, c'est pas un problème. C'est-à-dire que s'ils pouvaient faire autrement, ils le feraient. Tu vois, s'ils pouvaient faire autrement, ils le feraient. Là, j'ai eu une jeune fille, il y a pas longtemps, elle me dit, j'ai fait une tentative de suicide. Ce qui est fréquent d'y avoir pensé ou de l'avoir fait pour des jeunes filles atypiques. Et je lui dis, si vous me permettez, je vous fais une autre proposition de corriger votre vocabulaire. En fait, vous n'avez pas fait une tentative de suicide, mais je parle sous votre contrôle. En fait, vous étiez dans un tel état émotionnel qui vous submergeait que vous vouliez que ça s'arrête. Et elle me dit, c'est exactement ça. Mais je lui dis, ça s'appelle pas une tentative de suicide. Et en fait, c'est ça que vivent les filles. Donc, j'essaie de le dire le plus souvent pour les parents. Quand elles font une tentative de suicide, ce n'est pas un problème, c'est une solution. C'est-à-dire que elles n'ont pas trouvé autre chose. Parce que le but, c'est pas de se supprimer la vie. Le but, c'est d'arrêter le bordel qui les détruit. Ça change des choses, ça met de l'espoir. Donc les maladies, c'est pareil. Après, j'ai des limites de compétences. C'est pour ça que j'ai voulu faire ces interviews avec le docteur Elfer, qui a juste 25 diplômes en tout genre, avec une machine de guerre, et qui avait fait un D1 maladie auto-immune à une neurodiversité. C'est que la maladie est une solution, et qu'il y a des miracles que peuvent produire des atypiques avec des maladies qui disparaissent. Alors que c'est pas normal. On peut produire des choses qui sont pas normales. Pourquoi, je sais pas répondre. Je suis pas médecin, mais c'est ce que me disent aussi des médecins. Hein. J'ai d'autres médecins qui m'expliquent ça avec des atypiques. Donc je considère que tout est réversible, mais c'est une posture de base. Qu'on a un modèle médical qui est pas l'Ayurveda, qui conçoit autrement la médecine, ou les Chinois. On est plus centré sur la maladie que centré sur la santé, par exemple. Mais il y a un vrai enjeu pour les atypiques à trouver des très bons professionnels. Et d'être engagé dans le processus de réparation, de restauration. On est des prototypes, vraiment on est des prototypes. Du coup, en étant justement en train de m'intéresser très fortement à la grossesse et à l'accouchement, je vois bien à quel point justement notre façon de voir les choses, elle pathologise, alors que accoucher, enfanter, plus précisément, c'est quelque chose qui se faisait avant qu'on commence à mettre les gens sur le dos avec des étriers, hein, et on savait le faire, on n'avait pas besoin. Évidemment que il y avait la possibilité que ça tourne mal, donc ça veut pas dire que la médecine sert à rien, ça veut juste dire qu'elle se substitue parfois au fonctionnement naturel qui serait le nôtre. Et ça crée de l'interventionnisme qui crée après des répercussions plus tard. C'est-à-dire, je prends l'exemple du blé où on met un produit pour qu'il pousse pas trop haut, et puis comme on met un produit pour qu'il pousse pas trop haut, il commence à être plus faible au niveau du pied, donc on met un autre produit pour qu'il soit plus fort au niveau du pied, mais ça occasionne encore un autre truc, et ainsi de suite. Et donc du coup, après on sait plus revenir au départ de cet enchaînement de produits dont on a besoin pour pallier les effets des produits précédents. On sait plus où ça a commencé cette histoire, et on est plus avec les conséquences de ce qu'on a essayé de faire au départ, des cascades de décisions isolées les unes des autres pour régler le problème brûlant du moment, que finalement en train de considérer l'acte en tant que tel. Donc enfanter, c'est naturel. On pourrait partir de là, et ça enlèverait beaucoup de complications et beaucoup d'appréhension. Tu peux accoucher de manière naturelle, hein, si tu veux. Déjà physiquement, c'est pas moi qui vais m'y coller. Scoop, le gros scoop. Mais je vais en parler, je vais en parler sur cette chaîne de ce que je traverse avec ce sujet-là qui est vraiment très intéressant. Moi qui me passionne en ce moment en tout cas. Et ça vient titiller une autre corde sensible du moment. C'est-à-dire que j'ai l'impression que justement quand on a ce réacteur nucléaire et qu'on prend à bras le corps un sujet comme c'est en train d'être le cas pour l'accouchement me concernant, mais concernant ma compagne, qui elle aussi manque pas de couleur, hein, elle serait plutôt coloriée plusieurs fois elle. Et du coup, on s'y intéresse tellement fort qu'on va arriver en ayant presque la certitude que en tout cas, ce sera difficile de nous contenir, parce qu'on va arriver avec du savoir. Et à des endroits, on va voir que ça déconne. Et donc du coup, d'où ma question, quand on est atypique, je crois que c'est difficile de se sentir contenu. Et que c'est une des douleurs les plus fortes d'une personne atypique, c'est de dire je peux pas me reposer, je peux pas lâcher la garde, je peux pas... tu vois ce que je veux dire? Exactement. Oui, exactement. On est toujours en alerte. J'ai souvent cette question, est-ce qu'on peut être soi? La réponse c'est non. Tout seul avec toi-même, avec des animaux, avec des arbres, avec des cailloux, oui. Avec des bébés, oui. Avec des adultes, globalement, non. Après, il y a le niveau et le coût énergétique de la contenance. Mais non, c'est en alerte tout le temps. Et c'est de la charge mentale et de la charge psychique. C'est en alerte tout le temps, on prend trop de place, on dérange, on pose les mauvaises questions au mauvais endroit. On dérange. C'est terrible. Et pourtant, là, dans cette expérience-là, on croise des gens qui sont plutôt chouettes et compétents et tout ça. Mais
je sais pas, tu dis poser une question bizarre. Là, il y a quelqu'un qui commence une réunion en disant, donc la réunion, le sujet, c'est le projet de naissance. Je vais pas prendre longtemps, mais juste pour expliquer. Le thème, c'est le projet de naissance. Donc nous, on doit dire un petit peu qu'est-ce qu'on aimerait donner comme couleur à ce moment, quelles sont les choses qui sont importantes pour nous, et hiérarchiser un petit peu ce qui est important pour nous. En fait, en gros, c'est ça. Comment on voit les choses, et qu'est-ce qu'on aimerait qu'ils soient respectés. Et donc, du coup, un des premiers trucs que j'entends dans cette réunion, c'est la dame qui dit, de toute façon, c'est assez chiant, parce que la plupart du temps, vous allez nous dire des choses qu'on fait déjà naturellement. Alors moi, je lève la main, et je dis, bah, justement, parce que juste avant, elle avait dit, c'est de la communication, donc n'hésitez pas, hein, dites. Alors moi je dis bah vu que c'est de la communication et vu que on ne connaît pas votre partie du dialogue, est-ce qu'il y aurait la possibilité d'avoir un droit de regard sur les protocoles que vous respectez de manière à pas répéter le protocole puisqu'il y en a un. Elle dit ah non, et non il y en a plein et donc je peux pas vous le dire. Et donc elle s'est braquée alors que moi je suis en train de dire bah si c'est un dialogue et si tu as peur que je dise des choses que tu connais déjà, dis-moi ce que tu connais. On va aller plus vite. Et ben j'ai le droit à une fermeture de carapace directe et tout, et voilà, elle s'est désolidarisée, elle a pas voulu être avec moi à cet endroit-là, je suis allé lui mettre une pichenette, je pensais être hyper respectueux, hein. Je voulais pas du tout la mettre mal à l'aise, je voulais pas du tout, mais je crois que malgré moi, j'ai dit les Bah, mots tu qu'il fallait. pensais qu'elle était cohérente, mais en fait, elle a l'habitude que les gens soient soumis, pas de vague. T'as juste posé une question de cohérence. Si vous avez des protocoles, on va gagner du temps. Ah bah non, Tout elle à a fait. l'habitude de mentir, hein. Tu vois, c'est du mensonge. C'est de la trahison, c'est juste horrible. Bah ouais, bah, Mais tu as ça pour dire, partout. pour dire la situation, c'est-à-dire qu'elle, en fait, elle y allait avec toute la bonne volonté du monde, c'était une personne gentille, ça se voyait, c'était pas du tout méchant. C'est juste que euh, là où j'ai tapé, ça l'a fait réagir, elle a fermé la porte, quoi. Elle a fermé la porte, et après, tout le reste, c'était super, mais elle voulait pas aller là. C'est comme ça. Évidemment, ça veut dire qu'elle est pas sûre d'elle, ça veut dire qu'elle est pas sécurisée. Elle se présente avec un miroir et elle a l'habitude que ça marche comme ça. Toi, tu viens lui poser une question derrière le miroir. Elle s'effondre. Elle s'effondre. En fait, elle est en grand danger. Danger, effondrement. Elle sait pas gérer. Elle a peur de la question suivante. Elle a peur d'être en vulnérabilité. Donc en fait, c'est une fausse apparence. C'est une construction sociale extrêmement fragile. Donc après, c'est du jeu de rôle. Donc elle, dans le jeu de cartes de poker, elle a la carte qui gagne. Après, c'est qui c'est qui a le pouvoir. Moi, je préfère être un tyran, hein, si tu veux, un tyran gentil. Mais sur ces jeux-là, ça me rend fou. Le mot Et j'ai gentil peur de rentre. moi, hein. Non, je peux être un gentil tyran parce que je peux dégommer les gens et je peux être assez terrible. C'est pas mon intention, mais je te garantis que le feu, il arrive en une fraction de seconde. Mhm. Bah écoute, T'as jusqu'à besoin que je maintenant, comprenne. on se pratique depuis un petit moment, on s'est croisés plusieurs fois, t'es venu ici plusieurs fois, je suis venu sur ta chaîne aussi, on parle régulièrement. Jusqu'à maintenant, j'ai pas eu droit au dragon et je dois dire qu'une fois de plus, je passe un moment vraiment très agréable avec toi et je voudrais t'en remercier. Mais c'est gentil, Mathieu, mais le dragon, c'est quand des gens font des conneries, sont méchants, sont traîtres ou autre, t'es juste adorable. Qu'est-ce que je te dis? Et puis, même quand il y a des gens qui font des trucs tout pourris, je suis sous contrôle, j'ai un système de contrôle qui est puissant. Donc, mon dragon, je fais en sorte de le contrôler, et si je lâche un missile, c'est que je l'ai décidé. En Mhm. attendant, tout ça coûte de l'énergie. Mais si je Ouais. lâche un missile, la personne ne s'en sort pas bien. Et du coup, Parce que pendant je que... sais exactement ce que je fais. Je t'en prie, pardon. Je disais, je sais exactement ce que je fais si je lâche un missile. Donc mon problème, c'est pas, c'est si je lâche un missile, en fait, souvent je dis, j'ai les orgues de Staline. Ça sort par rampe les missiles, tu vois. Si je les envoie tous, je massacre la personne, c'est pas mon intention, donc je choisis mon niveau d'intervention. Ok, Mais c'est c'est militaire. pour une fraction de seconde, j'ai ça. Comment? C'est militaire. Ouais. Du coup, pendant que tu réagissais sur cette histoire que je te racontais, là, cette anecdote, Gaëtan, qui peut m'écrire des petits messages en dessous de la fenêtre où je te vois. T'as des mots doux alors. Gaëtan, Bah il là, t'envoie des petits mots doux. ouais, ça dépend des fois, ça peut être... mais c'est souvent pertinent, et là, pile quand toi t'es en train de développer ça, il me dit c'est juste une posture qu'elle avait cette dame. Et donc c'est exactement, vous étiez d'accord sur ce point-là. Et puis je suis d'accord avec ça aussi. C'est pour ça, en fait, après, bah, on lâche l'affaire, on dit bon bah tant pis, on n'en parlera pas. Et il y a une sorte de renoncement à un endroit où ça aurait pu être intéressant. Et du coup, il y a de l'intérêt, une volonté de jouer, et après il y a repli, et puis il y a un peu de tristesse. Je dirais ça comme ça. Chronologiquement, c'est ce que j'ai vécu en tout cas à ce moment-là. Bah, t'as une volonté de jouer, mais t'es pas sur la plage, t'es dans le club Mickey. Donc, faut que tu joues dans le club Mickey. Toi, t'es sorti du club Mickey et elle a été flippée. Mais tu serais médecin avec des galons. Bah, t'y Mhm. vas en force. Tu Ouais, vois, ouais. c'est le jeu de rôle. Donc, t'es un patient, hein. Ça, c'est le monde neurotypique. Sinon, atypique, c'est fait des impatients. Tu vas poser des questions sur des endroits qui sont pas prévus, qui la met en vulnérabilité parce qu'elle a peur.
Moi, ça me rend fou. Je trouve ça dégueulasse. Mais je comprends. Je comprends qu'elle fonctionne comme ça. Mais pour autant, je trouve ça dégueulasse. Donc c'est ça la frontière, tu vois, auquel on est confronté en permanence, tout le temps, tous les jours. Alors c'est mieux quand même de comprendre pour arbitrer, parce que des fois on peut juste trouver ça dégueulasse et tirer à vue. Et après c'est une charge de savoir je fais quoi avec ça. Soit je me bouffe le ventre, la rate et tout ce qui va avec, soit je tire. Et là ça sert à rien, elle est démunie. Et puis il y a autre chose. Donc de manière générale, comme tu vois, c'est de la vie de tous les jours. Tu peux avoir ça au restaurant, tu peux avoir ça au travail, tu peux avoir ça en famille avec des amis. Hein, tu te bouffes des trucs de vinaigre tout au long de ta vie, ce genre de choses. T'as raison sur le fond et en face t'as quelqu'un. Pardon, je termine juste en posture d'autorité, tu vois. Et t'es coincé parce que là t'as tout le protocole qui est en jeu. Mm. Mais il y a ce truc-là, oui, je sais pas comment. En fait, mon anecdote, elle est vraiment pas passionnante, mais je trouve que ça illustre bien ce moment où moi je me dis, attends, c'est cool, elle a dit tous les éléments, j'ai juste à les relier et à donner une direction et on va s'amuser. On va rentrer dans une vraie discussion. Et quand je fais ça, je relie des éléments entre eux qui ne devaient pas être reliés, et donc c'est ce que me dit à nouveau Gaëtan, ça tape trop juste pour le système incohérent et ça met une pichenette à un endroit sensible. Alors que moi, ce que j'ai fait, c'est simplement regrouper des informations qui m'ont été données par la personne que j'ai pas demandé en plus. Et donc du coup, je les regroupe entre elles et je pose une question qui me semble aller dans son sens aussi. Et c'est pour ça que j'essaye de m'adapter quand je fais ça. Et pour autant, ça équivaut à une bombe dans son monde à elle. Bref, passons. Passons. Non, pardon. Non, vraiment, c'est symptomatique parce que tu vas voir, une fois que ton gamin va être né, tu vas voir comment ça va se passer à la maternelle, à l'école. Tu auras les mêmes, pour beaucoup. Qui ont aussi des circonstances atténuantes parce qu'ils se font malmener par l'institution, hein. Mais ça n'empêche pas certaines personnes d'être maltraitantes. Donc ça peut continuer pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que la personne dont tu parles affiche une posture collaborative. En fait, c'est une posture stratégique. C'est un mensonge. Donc, elle affiche sur on partage ensemble, de quoi vous avez besoin, on a déjà avancé parce que ça la rassure, mode collaboratif. Et en fait, dès que tu la renvoies sur du mode collaboratif, elle se braque. Elle collabore pas du tout. Stratégique. Ouais. Bah, merci pour ton éclairage. J'aimerais justement aller sur un sujet qui était présent dans une partie de ta réponse, c'est le pouvoir. C'est le fait de contacter son propre pouvoir. J'avais une discussion très intéressante, donc c'est quelque chose qui s'est fait au fil de la discussion, mais c'était vraiment très juste. Je trouvais la formulation que ça donnait. J'avais l'impression que le pouvoir personnel se situait entre la culpabilité et la complaisance, la zone entre les deux. Il faut ni que ce soit de la culpabilité, ni que ce soit de la complaisance, et à cet endroit-là, on a notre pouvoir. C'est comment pour toi cette image de curseur avec trois zones un peu? Culpabilité, complaisance, complaisance avec soi ou complaisance avec l'autre. En fait, le pouvoir, c'est un peu comme de la place, c'est d'alignement. C'est pas quelque chose qui dépend de l'autre. Tu vois? Moi, je préfère avoir le pouvoir, on gagne du temps. Mais l'essentiel de ma vie, je n'en avais pas. Ou je me le donnais pas, mais c'est quelque chose qui est un espèce d'alignement, c'est du pouvoir de soi à soi. Tu vois, un peu comme des arts martiaux. L'autre est un prétexte pour travailler sur soi. Mais c'est ça aussi, cette notion de pouvoir ou de leadership naturel ou d'énergie, ou qui fait qu'il y a des gens qui viennent nous voir, c'est qu'il y a une espèce d'autonomie de gestion et de liberté dans ce pouvoir. C'est un pouvoir d'être, pas un pouvoir sur. Si ce n'est un pouvoir sur soi, mais pas un pouvoir sur l'autre. Mais les autres, dans le monde de la jungle, sont très sensibles au rapport de pouvoir. C'est pour ça que moi je préfère avoir le pouvoir, c'est pour gagner du temps. J'aime pas perdre mon temps. Et surtout, je pense que je sais manier le pouvoir. Mais je suis pas dupe que c'est un jeu, c'est une pièce de théâtre. Le pouvoir, globalement, c'est celui qu'on se donne ou c'est celui que les autres nous donnent. Mais c'est pas un vrai pouvoir, c'est une dépendance en fait. Je comprends ce que tu veux dire. Alors moi, le mot pouvoir, dans la question que je posais, si tu veux, je vais te refaire un peu le schéma que j'ai dans la tête. En gros, ici, on va dire c'est la culpabilité. De l'autre côté, on a la complaisance. Donc soit j'ai raison et le monde a tort dans la complaisance, donc j'ai toujours raison et puis il n'y a pas à m'en remettre en question, soit de l'autre côté j'ai tort et le monde a raison, ou de toute façon j'y arriverai jamais, je suis pas foutu comme les autres, j'y arriverai pas. Donc là, il n'y a pas de pouvoir puisque on est défaitiste, et là, il n'y a pas de pouvoir parce qu'il n'y a pas d'évolution. Il n'y a pas de remise en question, il n'y a pas de... Donc la vie, c'est de l'évolution, c'est de la respiration et c'est du mouvement. Et donc je me dis que si jamais dans votre baromètre, vous avez que deux positions qui sont d'une part la complaisance et d'autre part la culpabilité, ce que moi j'ai pu connaître dans une bonne partie de ma vie, c'est pour ça que c'est intéressant de dire que quand ça fait ce mouvement-là, eh bien, il y a une zone qui est balayée sans même qu'on le sache, c'est la zone du pouvoir personnel qui serait entre les deux. Si c'est de la culpabilité, ben, on n'avance pas. Si c'est de la complaisance, on n'avance pas non plus. Et si jamais c'est autre chose,
alors on est dans cette zone-là du pouvoir personnel, c'est-à-dire de la place qu'on peut prendre et de la vie qu'on peut incarner. Laisser nous traverser, nous transformer, nous modeler, nous découvrir, etc., voir des angles morts, tout ça, tout ça. Donc voilà, c'était, je sais pas si c'est clair et je sais pas si c'est juste, mais en tout cas, ça m'a frappé. Ça me va, Mathieu, mais dans ces cas-là, faut changer de niveau, faut changer de paradigme. C'est-à-dire que tant que tu es sur les paradigmes des deux épaules, quand bien même tu es au milieu, tu es toujours entre les deux. Faut changer de niveau. C'est tout le monde a tort et tout le monde a raison. On n'avance pas avec ça. Donc c'est le pouvoir de changer de niveau, donc de changer de point de vue, pas être dupe et de trouver ton point d'équilibre. Et donc la place, mais la place c'est le geste que tu poses, tu vois, c'est comme le sabre ou le tir à l'arc. Faut 10 ans au moins. Et ça c'est le pouvoir, c'est le pouvoir d'être en équilibre et plus dépendant de tout ça, plus dépendant de ta complaisance ou de ta justification. Ça sert à rien. Tu vois, dans les deux cas, tu es au même endroit, tu es sur la même strate géologique. C'est de changer de strate géologique, de l'intention, en tout cas retrouver des marges de manœuvre, c'est l'intention du livre, hein, d'aller questionner ces différents points, de changer de marge de manœuvre, de changer de niveau vibratoire, de réinterroger, ça veut pas dire changer systématiquement, changer un point de vue, c'est déjà changer, interroger un point de vue en disant ça me va, je suis plus lucide et je garde, très bien, c'est un changement. C'est un changement, c'est je le fais plus comme un robot, mais je le fais parce que je suis d'accord. Ou je le fais parce que je le fais aujourd'hui, c'est pas satisfaisant. Mais quand ça sera le bon moment, je ferai autre chose. Ça aussi, ça en fait, c'est acquérir une forme de sagesse de ce qui est possible ou pas en orientation solution. On change pas les gens. C'est-à-dire que tous les gens, là, je prends ma casquette thérapeute Palo Alto, tous les gens ont plus de solutions et de ressources de l'idée qu'ils s'en font. C'est ça qu'on va plutôt chercher. Les clés, c'est de dire, on va pas chercher quelque chose qui est inaccessible. Vous avez tout en haut. Vous avez les solutions qui vont avec vos problèmes. Et ça peut être déjà un premier niveau de restauration, de réhabilitation. Donc c'est ouvrir des champs de questionnement. L'intelligence, c'est pas d'amener des réponses, c'est d'amener des questions. Moi, dans mes formations, je les refais maintenant digital, je dois avoir pas loin de 900 slides, des centaines de questions, l'art de poser des questions. Il y a 20 ans, 30 ans, je voulais faire une formation, je ne ferai pas, c'est trop de travail, mais l'enjeu, c'est de poser une question. Les questions sont plus importantes. Ce que disait Grothendieck aussi, dont je parle de temps en temps, qui a révolutionné le XXe siècle, il disait, dans son livre qu'on trouve Rayure et Rature, il fait à peu près 1000 pages, mais en dehors des pages de mathématiques, sur la manière dont il conçoit le monde, c'est-à-dire qu'il pose des questions que les autres se posent pas. Et ça, c'est aussi le livre de se poser des questions qu'on ne sait pas poser pour aller réinterroger nos espaces de liberté, nos marges de manœuvre et nos arbitrages et ce qu'on dit notre corps pour couper avec le corps. Donc je crois qu'on a dû l'écrire dans le livre, ça nous a pris tellement de temps et de travail de lire le livre avec le ventre plutôt qu'avec la tête. Ok, un conseil donc pour les lecteurs de ce livre. Qu'est-ce que tu as appris toi en écrivant ce livre? Est-ce que tu as appris quelque chose? Est-ce que tu veux nous partager? J'ai appris à survivre, à écrire un livre parce que je voulais pas en écrire. Et c'est Elodie qui est venue me chercher, ça me rend fou. Ça me rend fou parce que ça met dans des niveaux vibratoires qui étaient pas les biens dans la structure d'écriture et de pédagogie qu'on y a mis. Moi, je suis plutôt théorique, conceptuel et trouver des trucs opératoires. J'ai appris, mais je savais déjà il y a très très longtemps. Je croyais que j'étais pédagogue, c'est un de mes métiers, de faire de la pédagogie, de l'ingénierie pédagogique, de la formation de formateurs et de formateurs de formateurs. Donc sur la transmission des savoirs, c'est que c'est difficile de pouvoir parler à tout le monde et qu'on a essayé, on n'était pas trop de deux pour gérer l'amplitude qu'on a mis dans ce livre. Avec nos deux vibrations, nos deux couleurs, nos deux musiques pour faire de la stéréo. Est-ce que j'ai appris des choses sur le sujet de la danse? Non. Mais c'est toujours mon métier de pédagogue. Oui, je disais que il y a très très longtemps, donc j'étais aussi directeur pédagogique de plusieurs écoles, donc une de coaching. Bon, bref, je vais pas passer dessus, qui s'appelait Média de coaching. C'est que je suis pédagogue jusqu'à un certain niveau en deçà duquel je suis absolument très très nul. Et s'il y avait pas eu Elodie, je m'en serais pas sorti. D'ailleurs, j'aurais jamais joué à ça. Donc elle est venue me chercher, on a eu l'éditeur, on a eu l'accord, on a travaillé ensemble. Mais moi, elle sait faire, moi pas. Donc notre travail d'élaboration et de conception, on s'est partagé tantôt les clés, tantôt des structures dans les clés. Mais moi, j'ai incapable de faire ça. C'est son 11e livre, je crois. Donc mais ce que je sais déjà, j'ai une structure ou des formes pédagogiques qui sont particulières, inappropriées pour certaines personnes parce qu'inaccessibles. Voilà, donc je suis pas pédagogue pour tout le monde.
Alors après, je vais utiliser des modèles pédagogiques ou des punchlines parce que ça m'amuse. Donc ça me mobilise. Mais sinon, j'ai plein de limites pédagogiques. Ce qui peut être le problème pour un certain nombre de THP dont je fais partie, mais c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu sais plus comment expliquer les choses. Ok. Merci pour ce partage. Pour arriver vers la fin de notre échange, j'avais envie de lire la première clé d'urgence et ensuite te poser ma dernière question. Ça te va? Oui, oui, je t'en prie. Les 5 clés d'urgence. Donc la numéro 1, parce que je le vaux bien. Je m'aime. Enfin, on y arrive. Tout ça pour ça. Je m'aime, je m'aime. Car le vrai programme à installer partout dans la maison, c'est je m'aime. Ah oui, vous avez oublié que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous. Je m'aime. Vous avez tous les trucs que vous attendez que les autres fassent pour vous, qu'ils vous reconnaissent, qu'ils vous comprennent, qu'ils vous écoutent. Tous ces trucs qui ne fonctionnent pas très bien. Eh bien, en fait, c'est parce que vous avez oublié la clé essentielle pour être vous-même. Je m'aime. Mais ce n'est pas un je m'aime béat et niais. Non, c'est la reconnaissance lucide et courageuse des vraies valeurs que vous avez, de ce que vous voudriez qu'il soit vu, de toute la belle énergie que vous mettez chaque jour dans votre vie, de toutes les intentions que vous essayez de déployer, mais qui ne sortent pas assez bien. Bon là, vous avez bien compris l'idée essentielle que nous voulions vous faire passer dans cette clé, c'est je m'aime, et surtout soyez fiers et fidèles à tous vos rêves, vos envies, vos espoirs, vos croyances, ceux qui portent vos élans de cœur et qui sont la meilleure version de vous-même à laquelle vous aspirez. Continuez, ne lâchez rien, n'abandonnez jamais. Vous êtes sur Terre pour cette quête et cette énergie qui met le feu en vous. La force est en vous. Bravo. Alors, suite à cette petite lecture, je reviens vers toi pour te poser la désormais question rituelle, mais que tu n'as pas eu l'occasion d'avoir, à laquelle tu n'as pas eu l'occasion de répondre. Est-ce que tu t'aimes, Fabrice? Et si oui, est-ce que tu veux bien nous parler de comment tu t'aimes? Bah, la réponse, c'est non. Mais sinon, le texte que tu as lu est magnifique. Et c'est pour ça qu'on l'a mis en clé d'urgence. C'est-à-dire, que des fois, je préconise aux gens de mettez des post-it partout, je m'aime, je m'aime, je m'aime, je m'aime. Non, j'apprécie certains points, mais pas particulièrement. Et je m'accommode de ça. Donc, si tu veux, je peux parler de choses que je fais pas avec moi-même. Et puis, on en a échangé. Et puis, c'est ce texte qu'on a partagé avec Elodie. Non, je suis tellement exigeant et sans compromis que, tu vois, des fois, il y a des questions sur ce que ça vous fait plaisir, ce que vous faites. Je dis non. Je fais mon job. Je pense que je suis né pour faire ce job. Je fais mon métier. Je sauve des gens, vraiment, dans les retours que j'ai. Enfin, des gens, c'est-à-dire qu'il y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui m'a dit, grâce à vous, j'ai pas sauté de l'autre côté. Donc, de temps en temps, j'ai des choses comme ça, je fais mon travail. En cherchant un peu la provocation, si je te posais la question, est-ce que tu tiens donc plus à ton exigence qu'au fait de t'aimer? Exactement. Ok. Mais je te remercie pour la sincérité de cette réponse et pour tout l'échange qu'on a eu auparavant. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose que tu trouves qui a été effleuré ou parce que là on est allé dans plein de directions différentes. Moi je me suis trop amusé, je te remercie. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui reste un peu frustrant que tu voudrais préciser avant que je passe la main à Gaëtan? Non, c'est sans fin, il n'y a pas de conclusion pour ce sujet-là. On est allé dans plein de sens, comme le livre va dans plein de sens, parce que c'est un peu comme une amime, hein, tu l'apprends par où tu veux, de toute façon on arrive au même endroit. L'enjeu, c'est de trouver quelle est la synchronicité du mouvement, qu'est-ce que je peux faire de mieux dans le contexte où je suis pour m'améliorer. Évidemment qu'il y a un sujet important, en particulier sur la danse ou pour ce livre, c'est que ça vaut pour les enfants. C'est ce que je dis souvent aux parents, vous avez une longueur d'avance pour vous sauver vous, pour sauver votre couple et sauver les enfants. Faut absolument aider, sauver et protéger les enfants par les temps qui courent. Donc leur donner de l'information avec une médiation des parents quand c'est possible. C'est plus compliqué à la période de l'adolescence où ils peuvent être un peu réactifs et rugueux. Mais on a évidemment qu'on aurait pu mettre plein d'autres clés. Hein. Quand on a commencé à partir, on n'en finissait pas des clés, donc on a dû circonscrire le nombre de clés. Donc on a décidé de faire la taille d'une année, parce que ce sont des questions auxquelles on peut revenir régulièrement, toute la vie d'ailleurs. Hein. Il y aura peut-être un tome 2, 3, on ne sait pas. C'est épuisant, je te promets. Hein. Au début, je me suis pas mourir. Je te remercie beaucoup pour cet échange. Je vais passer la main à Gaëtan qui a écouté tout ce qu'on s'est dit et qui va venir avec un peu ses remarques, ses questions, ses éclairages, là où ça l'a rejoint, où il s'est senti en résonance avec ce qu'on a échangé. Et puis je te remercie beaucoup d'avoir été là et je te dis à tout à l'heure pour la conclusion. Avec plaisir. Bonjour Fabrice, toujours un grand plaisir de pouvoir t'écouter, de pouvoir entendre tes réponses par rapport aux questions qui t'ont été posées par Mathieu concernant votre livre avec Elodie Crépel. Et puis moi j'ai pris quelques notes pendant ce temps-là, quelques petites choses qui m'ont retenu plus particulièrement mon attention et je vais me proposer maintenant
avec toi de pouvoir en parler. Vous avez commencé par parler des cons, en disant les cons, la définition. Vas-y, je t'en Je prie. peux dire un truc avant? Ouais, vas-y, vas-y. Je voudrais te remercier et expliquer aux gens que c'est toi qui m'accompagne sur ma chaîne YouTube, mais ils te voient pas. Donc comme ça, ils vont pouvoir te voir. Et si j'ai démarré ma chaîne pour les interviews et avec les ping-pong live pendant 1 heure, c'est grâce à toi et c'est toi qui gères la partie technique et la réalisation de mes interviews. Et je te remercie grandement. Et comme on te voit pas juste de temps en temps ponctuel quand il y a des emmerdes et que tu apparais furtivement, comme ça ils te voient en vrai. Merci Gaëtan. Bah, merci pour cet aparté. Et oui, oui, j'ai un corps aussi en dessous. Effectivement, Bah, c'est dis donc. l'occasion enfin, d'en Ouais. repartir. On montre pas tout dans cette émission. Nous sommes des Non, hommes bah, troncs. peut-être s'arrêter là quand même. Pourquoi Euh, Libertad. L'enchaînement il va être compliqué de repartir sur les cons qui sont bêtes et méchants selon toi parce qu'ils ont une volonté de nuire. Donc voilà, c'est ta définition des cons, c'est des gens bêtes et méchants avec une volonté de nuire. Tu as parlé du problème de l'interprétabilité du langage, de cette problématique parfois de ne pas avoir un langage spécifique. Est-ce que tu as une anecdote justement que tu aurais vécue, soit de propos qui ont été interprétés de façon erronée, soit toi-même qui serais parti sur une interprétation qui n'était finalement pas la volonté de ton interlocuteur? non, j'en ai pas. Si tu veux, j'ai ça en alerte H24. Non, j'en ai pas. Et s'il y a l'interprétabilité, je demande aux gens de préciser leur langage tout le temps. Ou alors je vais leur dire, vous m'avez posé une question et j'ai 4 réponses ou 5 réponses. Ou alors votre question, elle veut dire ça, 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 ça. Ou alors je vais dire j'ai rien compris et j'amène les gens, j'oblige les gens à reformuler. Mais en général, s'il y a s'il y a de l'interprétabilité, ça me fait vibrer. C'est physique. Est-ce que je peux Mais, aller en direction de dire que c'est presque même une politesse pour la connexion à l'autre que de lui demander de préciser quand toi tu as plusieurs interprétations possibles? bah, c'est de la politesse pour moi. C'est-à-dire que ça va avec le j'aime dont vient de parler Mathieu. Non, moi c'est physique, c'est plus que de la politesse. C'est que je peux pas. Je vois tellement et des fois, alors selon les contextes, s'il y a trop de gens qui parlent trop de langage non spécifique, je parle plus parce que c'est trop loin. C'est trop loin. J'ai trop à ramer. Donc ça dépend beaucoup de contexte. De manière générale, je me tais. Est-ce que j'ai des cas d'interprétabilité? Je peux garder des fois du flou. Donc ça, c'est une technique d'orientation solution. Ce que disait Gregory Bateson, l'orientation solution, Palo Alto, c'est Milton Erickson, l'hypnose ericksonienne, Gregory Bateson, Václavic, Bill O'Hanlon, Bob Bertolino. Moi, je me suis formé avec Bob Bertolino en 2002. Ce que disait Bateson, c'est en tant que professionnel, donc c'est l'hypnose ericksonienne, ou de Palo Alto, ou d'hypnose, c'est de dire quand mon client est très flou et que je vois pas de solution, en tant que professionnel, je vais faire en sorte d'être encore plus flou pour l'obliger à préciser sa pensée. Donc, si je suis dans mon cadre professionnel d'accompagnement, je vais répondre avec du flou à du flou pour que la personne soit obligée ou soit amenée à mettre de la précision. Donc, j'ai plusieurs manières d'amener la précision dans mes techniques et j'ai beaucoup de techniques. Mais j'ai pas de choses qui me viennent là d'éléments de langage. Je vois tout le temps quand il y a de l'interprétabilité. Enfin, je décide pas. Hein, tu vois, c'est comme j'ouvre les yeux, je vois ou je respire. Après, la question c'est est-ce que ça m'expose ou pas? Est-ce que j'interviens ou pas? Et quelle est la nature du contexte? Et quel est l'impact de ce que je vais faire ou pas? Donc il y a un arbitrage interne assez régulier. Tout le temps. Mais comme ton cerveau, de toute façon, j'allais dire, il fume. Comme ton cerveau, il est en ébullition. De toute façon, ça se présente à toi, tout c'est possible. T'as même pas, c'est presque un automatisme. Hein. C'est une question. Oui. Oui, c'est automatique. Bah, t'es vraiment la personne la plus privilégiée parce que tu fais les montages des interviews, t'es là, tu vois, on en échange, on débrief. T'es celle qui voit le mieux ce que je fais là-dessus. Et des fois, je me tais. Tu le vois dans les interviews. Tantôt, je pose des questions, dans d'autres pas. Ça dépend parce que j'aurai trop de questions. C'est vraiment le contexte qui me conduit à arbitrer. Mais je fais ça tout le temps, non-stop. J'ai une copine tout à l'heure qui me disait oh là là, je te vois partir, ne rentre pas dans l'interprétation. Et je dis c'est pas contrôlable. Mon cerveau y va et puis c'est tout. Il a eu besoin de ça, il a développé ça. Après, est-ce que c'est épigénétique, comme vous le disiez tout à l'heure, est-ce que c'est génétique, n'empêche que désormais, à mon âge, présentement, il a besoin de passer par ça et je vais dire, c'est comme ronfler, c'est pas un choix. Alors, juste pardon, quand ta copine te dit ne rentre pas dans l'interprétation, j'ai des fois ça, c'est de dire mais où est le problème? Tout le monde fait ça, en fait. C'est-à-dire que c'est un processus du cerveau. Le cerveau, il analyse, il juge, il critique.
tout le sujet, c'est est-ce qu'on essaie de faire le bien ou est-ce qu'on essaie de faire le mal? On fait tout ça. Donc la question, c'est en quoi est-ce un problème? Et la deuxième question, c'est en quoi est-ce un problème pour toi? Parce qu'elle doit le vivre comme de l'intrusion, tu vois, comme l'exemple qu'a donné Mathieu tout à l'heure. Tu vas dans un endroit, elle n'a pas envie que tu ailles. Je pense aussi dans son parcours qu'elle se rend compte qu'elle a une part d'atypicité, mais que plus elle se rend compte de cette part d'atypicité, plus elle ne peut plus faire semblant de ne pas voir ce qui se passe autour de nous et que c'est pas nécessairement confortable de voir le jeu de Dieu. Enfin, j'ai envie de voir ça comme ça aussi. Oui, mais bien sûr que c'est pas confortable. C'est un effondrement. Autant j'ai parlé d'effondrement pour neurotypique, il y a un effondrement pour neuroatypique, bien sûr, évidemment. Évidemment. Tu dois tous se mettre la gueule, mais c'est une maison de petits cochons en paille. Tu vois, donc il y a un coup de vent, ça se pète la gueule, c'est pas du béton. Tout l'enjeu, c'est que de toute façon, c'est en paille. Ça a servi le temps que ça a servi. Et tout ne disparaît pas, en fait. C'est une reformalisation, une restauration, il faut voir ce qui reste. Alors évidemment, le sujet, on n'est pas on n'est pas toujours dans le moment qui permet ça. Moi, il y a des gens que je peux identifier, je leur dis pas, par exemple, parce que je considère que c'est pas le bon moment pour eux. Et je pense au niveau interne, pour chacun, on peut aussi deviner l'énergie que ça va reprendre justement de se retaper sa maison, de retaper les murs. Je pense qu'il peut y avoir un frein à y aller parce que ah oui, c'est pas faux, hein, c'est coûteux en énergie de refaire tout seul, le plancher, la peinture. C'était que ça peut être vertigineux, t'as peur de mourir, en fait. Tu vois, c'est de ce niveau-là, c'est vertigineux. T'as peur de mourir, de devenir fou ou folle. Et tu dis, il n'y a plus rien qui tient. En fait, non, c'est pas vrai. Mais c'est ce qu'on ressent à ce moment-là. Mais en fait, c'est pas vrai. Il y a des murs porteurs. Mais on ne sait pas où ils sont. Je trouve ça très juste quand tu dis, on sait ce qu'on ressent. Et effectivement, il y a une décorrélation entre consciemment ce qui peut être rationnel et le ressenti. Le ressenti est douloureux et n'est plus en rapport avec ce rationnel. Et du coup, on peut avoir du mal à se rassurer dans ces moments-là, parce que le rationnel n'est plus audible en nous, même de nous en nous. De l'extérieur encore plus difficile, mais de nous en nous, ça peut déjà être compliqué, en tout cas dans mon expérience. Ça dépend de l'environnement, tu vois. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que dans le couple, dans la famille, il n'y a pas de feu allumé à droite ou à gauche ou au travail? Et quand c'est le bon moment, à un moment donné, on a parlé avec Mathieu de la crise de la cinquantaine. Là, si tu ne l'as pas fait avant, t'as la facture qui se présente. De toute façon. Donc, pour les personnes qui l'ont fait avant, en fait, c'est de l'avance de phase. Okay. C'est de l'avance sur recette. C'est comme les livres. C'est de l'avance sur recette. C'est ça. C'est le prélude. Et tu vas quand même danser après. Non. Enfin, tu danses moins. Si tu as fait un travail de consolidation de ta baraque avant d'arriver à la crise de la cinquantaine, elle coûtera moins cher parce que t'as servi ton écologie. C'est pas obligé qu'à la crise de la cinquantaine, ça merde, hein. Les questions se posent, mais si t'as pas eu une suradaptation qui t'a surcoûté, qui fait que t'es à milieu de la personne que tu es, le corps va bouger différemment, mais ça fera pas des aspérités si dommageables que ça. Donc, ce que vous avez évoqué avec Mathieu, ce que tu lui disais, c'est que de ton expérience et de tes témoignages que tu as reçus, 45-50 ans, donc cette crise majeure que vous avez évoquée, c'est un retour vers l'enfant qui a été. C'est aussi une chute dans son adaptation qu'on a pu tenir pendant des années et des années pour l'adaptation sociale, l'adaptation au boulot, l'adaptation familiale. Mais c'est aussi une chute possiblement biologique qui fait que tout ça conjugué crée cette fameuse notion de crise, d'intensité et de ressenti de petites morts, de destruction, de tout qui n'est plus stable. Est-ce qu'on peut encore avoir confiance et peut-être besoin de renouveler aussi son entourage? Et ça aussi, c'est une sacrée crise. Est-ce que ça te parle par rapport aux témoignages que tu as reçus ou tes expériences? Alors, c'est ça que ça peut produire, c'est-à-dire des gens qui disent j'ai pu me conformer, je vais plus aller aider des gens qui n'ont rien à faire, c'est juste qu'ils viennent m'exploiter. Donc un des effets, c'est que l'environnement bouge, les relations bougent, les amis qui sont pas des amis bougent, et le faux semblant bouge. La pièce de théâtre s'écroule, le décor s'écroule, et tu vois ce qui reste. Et en fait, à ce moment-là, c'est pas grave parce qu'on peut plus faire autrement. C'est physique, hein, psychique. On peut plus faire autrement. Donc les formes d'acceptabilité se réduisent. Il y a quelque chose qui sort de soi. C'est viscéral pour atypique, hein, en tout cas. Je sais pas répondre pour typique. C'est viscéral. Et t'as des choses qui émergent, qui peuvent être difficiles pour ceux qui vivent avec. Donc vaut mieux les prévenir. Mais c'est pas de la mauvaise volonté ou de la malveillance. Mais il peut y avoir une forme de radicalité. Mais ça peut être aussi un moment où on accepte des choses qu'on n'acceptait pas
parce qu'on va arrêter de se battre inutilement, tu vois. Il peut y avoir cette dimension sur des jeux à la con, parce qu'on se dit, mais à quoi ça sert? Est-ce que ça a vraiment du sens? Donc, c'est une espèce de re-questionnement de notre écosystème. Ça peut être une forme de sagesse, et dans la sagesse, c'est de filer des tartes aussi à ceux qui le méritent, ou de prendre de la distance, parce que ça sert à rien de filer des tartes et d'être agressif, mais tu vois, ça peut prendre toutes ces dimensions-là. En tout cas, ça vient questionner ce sujet-là sur comment je passe ma dernière partie de vie, parce que les années comptent double, hein, vraiment. Alors effectivement, il y a ce rapport, oui, à la finitude. Alors là, l'image qui m'est venue, je vais la partager avec toi parce qu'elle m'amuse, elle m'a fait sourire de mon inconscient, c'est de se dire, il y a justement, si on reparle de ce que tu disais, une sorte de volcan qui fait que ça bouge, ça pousse tout d'un coup en mode, une fois qu'il est réveillé, le volcan il est réveillé, et en même temps on essaie de s'agripper sur un nuage de sérénité au-dessus de ce volcan et de cette lave incandescente, parce que quand même ça chauffe la soupe et qu'on aimerait bien s'apaiser et s'économiser, que notre nuage nous porte en douceur. Donc c'est une double énergie difficile à combiner, c'est ce qui me venait en image quand tu parlais. Je sais pas si ça te parle. Ouais, alors on n'a pas tous les mêmes volcans, parce que dans le volcan, il y a ce qui appartient à la douance, c'est ce qui appartient à nos histoires familiales, aux ressentiments, aux traumas, et tu vois, donc ça peut être intéressant d'aller consulter t'as des volcans qui implosent et des volcans qui explosent. Donc on peut avoir ces deux types de volcans, mais on peut avoir un moteur de centrale nucléaire sans que ça soit un volcan. On n'est pas tous pareils. Pour autant, on a un gros machin qui prend feu dans le ventre. Enfin, le ventre, c'est pour le localiser, mais dans le corps aussi, qui nous rend sur de la sensibilité, de l'hypersensibilité, de l'inacceptabilité, d'avoir un focus sur un processus cognitif. Donc le cerveau, il est branché sur le moteur d'avion de chasse, ce qui fait qu'il va être beaucoup plus décalé versus un cerveau, même THQI, neurotypique. La manière dont fonctionne le turbo est pas tout à fait le même. Il y en a un qui est plus stable et l'autre plus instable, parce que si on est atypique, ça va dépendre de l'environnement, ça va dépendre des cours, ça va dépendre de ce qu'on va scanner des enseignants, ce qu'a dit Mathieu tout à l'heure pour la personne à l'hôpital. C'est ça partout, tout le temps, partout, tout le temps. Et possiblement, tu vois, neurotypique, alors peut éventuellement poser la question, mais va pas le prendre dans le ventre. Nous, on prend les trucs dans le ventre. On a beaucoup plus de terminaisons nerveuses qui nous rend plus sensibles, plus tout ce qu'on veut, qui nous est reproché, hein, par ailleurs. On voit plus de choses, on scanne tout, y compris les gens, et encore, ils savent pas à quel point on les scanne. Et à quel point on enregistre de l'information, et ça, c'est dangereux pour beaucoup de personnes, tu vois. Quand ils pensent qu'on a tout enregistré de ce qu'ils font, de ce qu'ils sont, y compris ce qu'ils pensent qu'on n'a pas vu. Mais c'est terrible. Donc Oui, là, quand on j'avais va un petit peu la machine, j'ai croisé des gens qui avaient peur. Vraiment, ils disaient, mais tu regardes tout, tu analyses tout, et je sentais la peur chez eux, tu vois tout en clair. Je sais pas, je remarque le paraverbal, je remarque le verbal, je remarque les hésitations. En même temps, je me suis construit avec ça depuis mon plus jeune âge. Mais atypique, on a tout ça. Mais si on est entre atypiques, moi, quand je fais des bilans ou des accompagnements, bon, ça fait plus de 30 ans que je fais des accompagnements avec des atypiques, je leur dis, vous scannez tout ce que vous voulez, je m'en fous. Non seulement je m'en fous, mais à votre place, je fais la même chose. Et ça, je sais que d'abord, c'est sincère, je m'en fous. Et ça aide, si tu veux, un atypique ou les enfants. Alors c'est plus pour les enfants aussi qui veulent plus se faire aider. C'est pas qu'ils veulent pas se faire aider, c'est que l'expérience qu'ils ont de l'aide, au mieux ça sert à rien, au pire c'est dommageable. Mais il y a toujours les mêmes jeux dont tu as parlé Mathieu, c'est super intéressant et important. L'exemple qu'il a donné, on le voit partout avec les psys, avec les médecins, avec tout ce que tu veux qui bouge, qu'un ego. Mais si on a entre atypiques, tu dis mais je m'en fous, je m'en fous. Je suis pas parfait effectivement. Et certains, je leur dis je suis encore meilleur que toi pour me critiquer sur ce qui va pas. Donc tu peux y aller. Je pense que tu seras pas à mon niveau. Et puis vraiment je m'en fous. C'est pas ça qu'il faut sauver. Tu vois, l'enjeu il se porte pas là-dessus. Et donc c'est très aidant. Alors ça pose la question, ou c'est un sujet quand on accompagne des atypiques. C'est un sujet pour une personne non atypique qui a peur de ça parce que c'est juste pas négociable. Mais il y a des non atypiques qui accompagnent des atypiques et qui le font très bien. Et c'est très utile jusqu'au moment où elles suivent plus. Moi, beaucoup de professionnels m'envoient des gens. Hein. Elles ont fait le job, et à un moment donné, ça ne peut ni gérer, ni répondre, mais voilà. Et puis moi, j'envoie des gens vers des professionnels. Enfin, mais en tout cas, ça c'est un vrai sujet. Est-ce que ça met en danger ou pas? Évidemment que dans les couples, ça met en danger. Évidemment dans les fratries, quand tout le monde n'est pas calibré pareil, c'est un problème parce que ça met de la compétition. C'est terrible. Vraiment, c'est terrible. Je vais juste me permettre de prolonger ça en disant peut-être que l'on scanne, peut-être que l'on voit, peut-être que l'on écoute plus attentivement que d'autres, mais ce n'est pas, contrairement à d'autres, pour justement nuire ou s'en servir négativement. Au contraire, en fait, c'est un, sans doute pour nous sécuriser, hein, je pense que le système s'est mis en place en grande partie pour ça, et deux, pour
peut-être encore plus essayer en empathie de comprendre l'autre que d'avoir lu tout un tas d'informations. C'est pour la beauté de la connexion et non pas pour nuire. Donc ne pas craindre cette phase de découverte, d'analyse, de je ne sais quoi, parce que en fait c'est pour être encore plus connecté à l'autre, pour se sentir compris et pour essayer de comprendre au plus juste l'autre. Donc vraiment dans une volonté positive. En tout cas c'est comme ça que j'ai envie de présenter les choses. T'as raison, mais c'est incompréhensible. C'est-à-dire quelqu'un qui est neurotypique, exposé à ça, il peut pas croire une seconde ce que tu viens de dire. C'est inconcevable pour lui. Pour lui, c'est une arnaque. Tu vois, c'est certainement pas de la beauté parce que la personne elle est en déséquilibre. En gros, on la met à poil. Donc c'est pas comme ça qu'elle va considérer qu'il y a de la beauté. Elle est en vulnérabilité et elle sait pas ce qu'on a vu ou ce qu'on n'a pas vu. Donc elle se sent en danger. Sur le premier point, comme tu l'as dit, effectivement, on fait ça pour être en sécurité, pour avoir le maximum d'informations parce qu'il y a besoin de cohérence et congruence. Donc ça vaut pour les autres, mais comme le langage est très métaphorique, très méta, très à grande maille, avec un espèce de boulgui-boulga qui est flou. Si tu commences à mettre de la précision, les gens ils flippent, parce que très souvent ils savent pas où ça les emmène, comme l'exemple de Mathieu, où la précision les oblige à être responsables, et dans ce cas-là ça peut devenir dangereux ou à s'exposer, et c'est pas le niveau de maille utilisé dans le langage ordinaire, qui est très maltraitant en tant que tel, c'est du langage non spécifique. Donc interprétable de tellement de façons que ça peut se retourner contre nous à un moment donné, puisqu'on peut le réinterpréter, et ça devient dangereux, oui. Ah ben oui. Enfin, le réinterpréter, c'est juste qu'on cherche la vérité. Et ça va être vécu comme de la réinterprétation ou de la compréhension. Et pourquoi tu fais ça avec ça, hein? Ou bien l'inverse, quand nous on essaie d'avoir un langage spécifique, on peut nous le retourner en changeant son sens au profit de la doctrine de celui qui est en face. C'est-à-dire que nous, parfois, on peut être aussi, on peut se retrouver à ce qu'on réinterprète nos propos pour les pervertir quelque part, alors que nous, on se voulait transparent. On réinterprète notre propos avec le langage pour en faire quelque chose de vicié. Moi, je me suis retrouvé déjà avec ça, avec des managers, et je retrouvais en sidération de, mais moi, je voulais au contraire être franc, transparent. Et là, vous me retournez l'argument de ton waouh. Gaëtan, jamais, faut jamais faire ça. La transparence n'est pas de ce monde. La transparence, tu vas te faire bouffer tout cru. Pour deux raisons principales. La première, c'est que les autres ne font pas ça. Et que ça va être suspect. Bon, il y a d'autres raisons. C'est que si tu fais de la transparence, tu imposes à l'autre la transparence en termes de réciprocité. Il n'a pas prévu. Donc, tu le mets en vulnérabilité. Tu vois, Adolto a demandé des dessins pour les enfants sur des contreparties. Parce qu'il y a toujours un jeu de contrepartie. Et la transparence, ça veut dire que tu voudrais être honnête dans un environnement qui est globalement malhonnête, mais socialement acceptable. Donc, tu deviens dangereux parce que tu questionnes le système à un endroit où il n'a pas envie d'aller. Et ça te rend vulnérable. Donc, globalement, on va te le faire payer. Parce que c'est pas concevable et c'est suspect, on va te dire que c'est manipulatoire. Donc, on va aller t'interpréter à un autre endroit que là où tu le mets, parce que là où tu le mets, c'est pas concevable dans la culture dans laquelle tu es. C'est le moment où tu as l'impression que ça se retourne contre toi, et toi, tu viens de perdre une naïveté. Effectivement, c'est expérientiel, et au bout d'un moment, tu te dis, ok, faut changer de façon de fonctionner parce que je perds des plumes. T'achètes un gourdin, c'est pratique. Oui, c'est ça fait pas du bien. C'est mon côté guerrier. C'est-à-dire que la peur est une alternative à l'intelligence. Moi, il y a des fois, j'ai envie d'avoir un gourdin, mais c'est ça qui génère de la violence chez les gens aussi, ou chez les jeunes. J'ai beaucoup travaillé avec des animateurs socioculturels, des EduSP. Ça a été 15 ans de ma vie, dans des vies dont je parle pas très souvent, en France, ou 10 ans en Guyane française, sur l'animation socioculturelle. Les gens qui sont violents, c'est des gens qui acceptent pas soit suffisamment de vocabulaire, soit une compréhension. Mais une compréhension, une acceptabilité, ça fait monter de la violence. Et ça, c'est compliqué. On est dans des environnements très souvent anxiogènes. Mais c'est un peu comme le colibri. C'est Cécile Bost avait parlé ça dans son dernier livre. Malheureusement, Cécile nous a quittés. Elle intervenait régulièrement au congrès de la Douance. Et dans son dernier livre, elle parle du colibri. Le colibri, c'est celui qu'on met dans les... C'est le colibri? Je crois que c'est ça. Qu'on met dans la cage, dans les mines. Tu vois, parce que... Canari. Le canari. C'est ça, le canari. Oui, c'est le canari. Parce que c'est le premier qui va mourir, parce qu'il va sentir des odeurs pour alerter tout le monde. Donc c'est un lanceur d'alerte naturel. Et en fait, on a des postures un peu sacrificielles de sentir les choses, on couine, et tout le monde nous tombe dessus. Sans le coup de grisou venir. Mais parce qu'il y a le goût de grisou, tu dis, mais vous allez dans le mur, et les gens ils te sautent dessus en disant, oiseau de mauvais augure. Ce que j'appelle le signe noir qui n'est pas accepté dans les structures. Le signe noir qui va annoncer, parce qu'il l'a senti venir, il a tout simplement vu les morceaux du puzzle ou écouté son instinct, peu importe après la forme qu'on lui donne, mais il a vu le coup venir et il voudrait tellement ne pas y aller pour que la construction se casse pas la gueule, il va ouvrir sa gueule justement pour le coup.
Et ça, c'est pas En fait, acceptable parce que les autres veulent continuer le train, chouchou. il faut se taire. Et très souvent, alors ça fait 15 ans, c'est un des premiers sujets où j'ai eu beaucoup de questions en disant, mais ils vont se péter la gueule dans le mur, on les laisse se faire? Ouais. Ça va coûter du monde? Ouais. Vous avez fait votre job, vous avez alerté, vous avez fait tout ce qu'il vous fallait. Si vous allez plus loin, ça va se retourner contre nous, contre vous. Laissez-les faire leurs expériences. Mais c'est con, oui. C'est du gâchis, oui. C'est Bien du sûr. gâchis. Ouais, exactement, c'est du gâchis. Bien sûr. Tout le monde s'en fout. Hein. L'ego prévaut sur le gâchis, si tu veux. Tu as évoqué à un moment donné la phrase passer notre temps à perdre notre temps. Il y a quelque chose de cet ordre-là aussi à l'intérieur. C'est du gâchis. On perd trop de temps. On perd trop de temps, on perd trop d'énergie. C'est un peu ça dans ma vie de connasse. C'est de dire je vais choisir mes combats. Je vais aider les gens qui le méritent. Évidemment, c'est une punchline qui interpelle. C'est pas une vraie connasse. C'est au regard de toutes les exigences que je mets qui se retournent contre moi. Je vais reconsidérer mon paradigme, jouer un peu à manipuler les ânes. Bon, je parle volontairement de manipulation, mais c'est pour faire le bien, pas pour faire le mal. Mettre en place la stratégie. Un pédagogue, pour moi, c'est un manipulateur, mais pour faire le bien. Oui, et récupérer de l'énergie, récupérer ma santé aussi, parce que plus on vieillit, plus ça coûte cher. Mais pas abandonner mes valeurs, c'est pas ça, hein, ma vie de connasse, c'est pas tout lâcher. C'est reconsidérer la manière dont je mène mes combats et dont je sauve ma vie et ce que je fous sur Terre. Alors on parle du temps, de perdre son temps. Tout à l'heure j'évoquais rapidement cette notion de finitude que l'on peut avoir peut-être de façon plus questionnante ou plus régulière que d'autres personnes. Ce rapport justement à la finitude, ce rapport spécifique à la mort, comment toi tu le gères? Quel conseil tu peux donner pour peut-être baisser l'anxiété de cette chose régulière qui revient dans nos pensées? Alors, tu poses plusieurs questions, mais je vais répondre aux différentes questions. Merci. D'abord, c'est un sujet classique, récurrent sur la carte de la danse. De manière générale, je préfère parler de la carte, c'est moins dommageable que de parler des gens. Ça veut pas dire que les gens non HPI, non atypiques, hein, quand je parle de HPI, je parle d'atypique, n'est pas ça, mais en gros, c'est pas dans leur équation, sauf exception. Les atypiques, c'est dans leur équation déjà dès l'enfance. C'est-à-dire qu'ils voient la mort dès le démarrage, c'est pour ça qu'ils peuvent avoir des jugements par rapport aux adultes en se disant mais c'est pas possible qu'ils se comportent comme ça alors que c'est juste une grande pièce de théâtre. Plus THP qu'HP. Donc la mort fait partie de la vie. La naissance est une mort, la mort est une naissance. Donc après on rentre sur des schémas où je vais pas très souvent, mais que je connais très bien. En tout cas, j'ai beaucoup étudié, c'est les dimensions spirituelles, mais comme c'est très générique, avec énormément d'interprétabilité, j'y vais pas très souvent parce que j'aurais des propos trop cavaliers. Donc c'est à la fois la mort, la finitude, c'est la relativité du monde et de ce qu'on vient faire ici. Pour beaucoup d'atypiques, ils cherchent à avoir du sens et de marquer leur vie, soit dans leur vie, soit au-delà de leur vie. C'est vraiment un truc qui est extrêmement fréquent, j'en parle de temps en temps. Pour moi, qui était une surprise parce que je m'en fous complètement de ça. Ce qu'on se souviendra, moi je m'en fiche, mais alors, dans les grandes largeurs, je fais mon job, point barre. Mais pour beaucoup d'atypiques, il y en a j'ai encore eu quelqu'un hier, qui a démissionné pour ça, hein, d'un poste socialement très bien payé avec une voiture de service, parce qu'elle veut avoir du sens de faire quelque chose pour lequel elle est là dans sa vie. Là, on est dans le sens de la finitude, t'imagines, ses ex-collègues lui disent, mais où tu baisses les oreilles, tu baisses la tête, tu baisses les yeux, tu prends les sous, et ça va bien se passer. Bah non, ça va pas bien se passer. C'est-à-dire que ça prévaut sur une mise, possiblement, et c'est le travail qu'on fait ensemble, en danger, enfin en fragilité sociale. Ça met en fragilité sociale. Donc c'est la notion de la finitude, c'est de dire j'ai un truc à faire sur Terre, j'ai une mission, soit sur Terre où je veux, mais j'engage ma vie pour que quelque chose demeure de moi, au-delà de ma vie. C'est inégalement réparti, c'est extrêmement présent dans le monde de la douance. Donc je mets ça avec la mort et la vie. Après il y a la relativité de la vie et de ce monde et de ce qu'on vient faire là. Donc on va sur des dimensions, on a un peu abordé avec Philippe Guillemont, tu étais là, mais il y a tellement de choses sur ces sujets-là que j'y vais pas. Merci déjà d'avoir proposé ce que tu nous as proposé. Je prends. Alors si pardon, je vais compléter. Je vais compléter parce que tu étais aussi bon. Donc là aujourd'hui on est le 26 juin. On va avoir cet été au mois de juillet magnifique interview avec Eric Derus. Qui est HPI ou THPI et Asperger, philosophe, écrivain, poète, qui a une agrègue de philo et qui est prof de philo, avec toute une démarche quand même. On est allé un peu loin, mais c'est ça qui m'intéresse. Je sais jamais où je vais, je prépare rien. Où on a aussi parlé de
théologie. Je sais pas si on l'a fait dans l'interview parce que je me souviens pas du tout enfin, une partie de moi n'est pas là dans les interviews. Donc c'est l'autre partie qui gère. Et après, quand j'atterris, bah, tu peux le voir, je suis dans un état déplorable. Quand je réintègre mon corps, donc j'étudie la théologie, qui est un sujet qui m'intéresse. Donc, j'ai un parti pris et je suis passé dans beaucoup de types d'organisations et de mondes particuliers pour aussi avoir un avis qui me rend critique. Donc bien sûr que c'est un sujet que j'essaie de croiser avec des gens magnifiques comme Eric. Et puis le mois suivant, je sais pas à quel moment on va être diffusé, on a enregistré 4h30 avec Mariette Bélanger, qui est sans doute la personne la plus connue au Québec, et une clinique et qui a un centre qui s'appelle le CIDDT sur les doubles exceptionnalités. Donc je réponds quand même à ta question, c'est que la notion de finitude, elle parle à la fois de nos trajectoires, elle parle de nos trajectoires culturelles des pays dans lesquels on est, de notre éducation, de est-ce qu'on est dans un corpus religieux ou pas. Souvent je dis, quitte à avoir une religion, autant le faire bien. Moi j'ai travaillé dans des pays de religions différentes, mais faites bien votre religion surtout. Il n'y a pas de compétition, faites bien là où vous êtes. Donc, enfin, tu vois, j'entendais tout ça dans ta question sur la mort. C'est embêtant pour moi, le langage, ça m'envoie dans plein d'endroits. Mais chez les atypiques, il y a cette question de l'existence et de l'utilité. Tu te rends compte, les atypiques, votre est utile. C'est chiant quand même. Tu vois, ça engage, ça coûte. Ça questionne. Ça me renvoie aussi chez moi à l'impatience, puisque le temps passe. Être sage, attendre le bon moment, ça parle de la finitude et la patience, c'est-à-dire que oui, mais il y a plein de choses à vivre avant que ce soit trop tard. J'aimerais tellement profiter des opportunités et pouvoir les déclencher même parfois. Et toi, alors, je sais qu'il y a une part chez toi qui peut être impatiente. Comment ça se gère, comment gérer chez les atypiques cette impatience, cette envie de vivre, cette envie de goûter, de ressentir, comment on peut gérer ça et est-ce qu'on a à le gérer d'ailleurs? Alors, oui, on a le géré. On a le géré parce que on en a déjà échangé. Moi, ça m'a coûté 3 burn-out. Je suis toujours au bord d'en avoir un nouveau. Mais surtout qu'il y a l'autre truc qui gère, c'est que plus tu vieillis, plus c'est la merde sur ce sujet-là de la patience. J'ai signé pour 100 ans, mais je suis pas sûr que le contrat tienne. J'ai pas l'assurance. On m'a refusé l'assurance qu'elle est avec. Parce que ça fait partie de la finitude. Alors le gérer, ça dépend des profils, de nos profils éducationnels et de ce qu'on fait dans la vie. Quand j'étais plus jeune, c'était pire. J'ai acheté des étagères et j'ai mis tous les trucs qui attendent, et il y en a beaucoup, hein, au-delà de ma vie, je pense. Et en tout cas, pour gérer, c'est pour ça que je pense que gérer, c'est un bon truc, c'est arbitrer, c'est un jeu de déséquilibre. Tous les trucs que je peux pas finir, je les commence pas. Donc, en fait, je fais du classement vertical. Et après, j'essaie de faire au moins 3 choses en même temps. Et après, je cours tout le temps. Tout le temps. Chaque minute, pour moi, je cours après les minutes. J'ai mes soucis de santé à gérer, comme tu le sais, donc ça me bouffe du temps, trop de temps. C'est toujours un arbitrage, parce qu'en plus on vieillit, plus on ouvre des portes, plus on voit des monts, plus on a envie de faire des trucs, plus on en rajoute, et on a la contingence de l'espace-temps et la carcasse qui est pas appropriée pour notre structure. C'est dégueulasse, on n'a pas été livré dans le bon emballage. C'est la merde. Donc j'ai essayé de voir le créateur, et en fait il était en panne. Et quand je dis des fois, il m'a l'air fourgué du chinois, mais ça tient pas. Ça tient pas, il y a une date limite de consommation. Et en fait, voilà, il y a un problème, on n'est pas livré dans le bon véhicule. Ça, c'est un vrai problème sur la question du temps. Donc, en fait, c'est vraiment de la gestion, c'est des arbitrages, c'est du choix. Et puis après, selon ta période de vie, tu vois, si t'es en famille, du boulot, wow, c'est de la survie. C'est de la survie. C'est très personnel, c'est une espèce de processus d'économie d'énergie. Un, faut savoir que c'est normal. Deux, c'est plus problématique pour les gens qui sont pas identifiés, ça conduit à être maltraitant pour les autres, qu'on trouve trop pour soi, pour soi, mais aussi pour les autres, tu vois, j'ai vu ça avec des managers ou des dirigeants qui se disaient, mais comment ça se fait qu'ils sont pas comme moi? J'ai surtout, tu t'arrêtes de faire des conneries. Tu te comportes pas comme ça avec les gens, c'est pas parce que t'es chef, parce qu'ils le font pas exprès. Et certains découvrent, en fait, d'atypiques qui ont été maltraitants avec des collaborateurs parce qu'ils n'avaient pas mesuré à quel point c'était pas la même chose. Donc on a la contingence de l'environnement, on a la contingence de l'espace-temps, et il faut sacrifier des choses des fois. Moi, je m'intéresse tellement de choses. Il me manque un temps fou, et encore j'ai plusieurs personnes qui m'aident, dont toi, dans ma vie professionnelle. Mais j'ai plein de trucs à attendre, mais j'y touche pas, tu vois, dans la gestion. Si j'y touche, il y a un appétit quand même de vouloir justement embrasser ces choses, les découvrir, faire au mieux. Il y a un sacré élan de vie derrière.
enfin je trouve, derrière tout ce qu'on est en train de se dire, derrière tout ce qu'on peut se dire avec Mathieu, tout ce qu'on peut se dire avec toi, il y a un élan de vouloir bien faire les choses, de vouloir les faire avec panache presque quelque part, de la densité, c'est pas juste survoler. Et cette quête-là, oui, est énergivore. Et je me demande dans quelle mesure, quand vous évoquiez tout à l'heure le fait qu'on peut avoir envie d'aller contacter des plus jeunes que notre âge physique, moi je me demande dans quelle mesure, parce que j'ai ça aussi, hein. J'ai plaisir aussi à recontacter quelque part leur naïveté, leur tout est possible, leur énergie commune que je vais retrouver chez eux, donc du coup ça flamboie. Et puis surtout cette brillance dans les yeux des personnes atypiques. Au bout d'un moment, en discutant, je vais revoir ou je vais voir cette brillance dans leurs yeux. Les plus jeunes, je vais voir leur brillance dans leurs yeux. Il y a quelque chose vraiment, mais quand je dis briller, c'est vraiment briller. C'est-à-dire que la lumière impacte différemment l'œil qui va frisoter un petit peu. Il y a des gens qui n'ont plus ces caractéristiques, qui les ont perdues. Pour moi, dans la période 40-50. Et ça me désespère parce qu'ils sont nombreux. Et qu'est-ce que j'aime cette brillance dans les yeux? Est-ce que ça te parle, ce que j'évoque? Ben, t'as la brillance dans les yeux par résonance magnétique, ils viennent toucher les parties de toi, tu vois, de l'enfant qui a pu se développer ou pas. Il y a une partie de bombe, d'authenticité, de maladresse aussi qu'on n'a pas eu. Donc ça nous envoie dans plusieurs temps en même temps de nous-mêmes. Et pour l'expérience que j'ai, c'est sûr que des échanges qu'on a, c'est à la fois de là où ils sont, de là où on a pu être éventuellement, et de leur donner des conseils d'eux-mêmes 20 ans ou 30 ans après. Mais il y a l'espèce d'interaction qui est pas des discussions ordinaires. On va de carte mère à carte mère. Donc c'est surtout ce mode énergétique là qui coûte pas d'énergie. Alors ce qui est compliqué parce que ça exclut et ça peut être maltraitant pour des gens neurotypiques, c'est que on n'a pas besoin de se répéter. On a des empans de communication, des modes communicationnels qui sont très très larges. Où même quand on parle pas, les gens remplissent les vides. Je parle des atypiques, mais pas les typiques, ils remplissent pas les vides, ils sont perdus. Donc si en plus on est dans plein d'endroits comme on a été avec Mathieu, là ils sont perdus, ils savent pas raccrocher les morceaux. C'est-à-dire que s'ils sont en mode séquentiel, en gros, t'arrives là, ils sont là. Sauf que si on est en mode atypique, quand t'arrives là, t'es partout, là, t'es le stylo, plus t'es tout en même temps. C'est un système flash en mode informatique. Et ça peut être très désobligeant pour des personnes qui n'arrivent pas à suivre, parce que ça va en dehors de leur système. Donc c'est pénible pour tout le monde. Entre des jeunes ou des moins jeunes, c'est comme si on était au même endroit mais pas à la même altitude, et ça permet de faire des allers-retours intemporels. Je sais pas comment expliquer ça, mais on quitte un peu le temps, en fait. On quitte l'espace-temps. Et moi, ce que je sens aussi, c'est à quel point l'énergie va pouvoir m'être renvoyée, un peu comme s'il y avait moins de filtres. Il y a peut-être aussi moins de peur, parce que moins d'expériences désagréables. Donc du coup, il y a vraiment une connexion qui se fait, j'ai l'impression, de personne à personne, d'âme à âme, comme on veut. Hein. Mais cette énergie, du coup, circule plus vite et elle reboucle vers moi. Donc j'ai moins l'impression d'en donner sans en recevoir à la même hauteur, en fait. Et ça, c'est goûtu. Ben, il n'y a pas les jugements, les critiques, les conventions sociales, tous ces trucs pourris. Alors, pourri vu de mon monde à moi, on est d'accord, c'est subjectif. En fait, c'est ce qui permet de tenir un système. C'est ce qui permet à la société et les humains. Non, je vais pas dire de choses désagréables, je vais me taire. C'est ce qui permet au système humain de tenir, de mettre des conventions, tu vois. Mais c'est une forme d'aliénation, hein. C'est la pilule rouge ou la pilule bleue. Donc la matrice. Vous avez dit tout à l'heure, cette société qui désormais se protège. Moi, je parle parfois de société parapluie. C'est-à-dire que chacun doit être responsable de ne pas faire grand-chose pour protéger le suivant. Voilà, tout le monde se balade avec un parapluie en entreprise et il ne faut pas faire de vagues. Hein, ce que vous avez dit pendant l'interview, je vous rejoins là-dessus. C'est vrai. Si j'ai pas la même formule. C'est vrai. Tout ce que je peux entendre de gens, je suis à plusieurs milliers de coachings hein, dans les organisations, mais c'est. Et il y a des gens de bonne volonté. Je rappelle une fois, je cherche pas à faire la guerre entre typiques et atypiques. Il y a des gens typiques de bonne volonté, gentils, intelligents et tout ça. Il y a des atypiques dangereux, très cons et pervers. Ça relève pas de la nuance, ça relève soit de leurs histoires, soit des choix de vie qui sont faits. Donc je n'oppose pas atypique et atypique, je distingue des modes de fonctionnement avec des avantages et des inconvénients des deux côtés. Ça vaut aussi quand je distingue HPI de THPI qui a des avantages et des inconvénients des deux côtés. Neurotypique, l'avantage qu'il a, c'est qu'il se prend moins la tête et il peut être à moitié endormi et youpla. Et il va accepter des choses que d'autres ne vont pas accepter. Et tant que ça ne les dérange pas, il traverse la vie comme ça et se pose pas les questions qu'on peut se poser. Et surtout, il ne demande pas d'aide. On en revient à la stratégie parfois de certains atypiques, justement, par l'alcool, par les drogues, d'essayer eux aussi de s'éteindre, en fait, parce que le ressenti peut être inconfortable, les pensées, ce que vous avez dit sur les tentatives de suicide,
les pensées récurrentes qui monopolisent complètement et jouent sur notre humeur, sur tout ce qui font qu'on peut se sentir bien ou pas, peut emmener à des stratégies assez extrêmes pour souhaiter que ça s'arrête, souhaiter que ça se Pour les garçons, souhaiter que ça s'éteigne. Oui. pour les garçons, drogue, alcool, jeu. Et pour les filles, TS et scarification. C'est-à-dire, c'est un peu comme la forme du sexe, si tu vois. Les filles ne peuvent pas faire l'économie du corps et elles ne peuvent. J'ai vu des exceptions de filles HPI, mais elles sont contraintes d'être gérées dans le corps. Donc en fait, elles se retournent contre le corps, soit en faisant disparaître ce qu'elles vivent avec le corps, soit en se scarifiant ou en regardant le sang, ou en se faisant du mal. C'est pas qu'elles se font du mal, c'est que ce mal-là fait moins mal que le mal qu'elles vivent, qui est invisible. Mais voilà. Mais elles sont obligées de passer par le corps. Là où les garçons peuvent s'autoriser plus librement à quitter le corps avec l'alcool, la drogue et les jeux. Et j'en discutais il y a pas longtemps avec une amie. J'ai dit c'est comme le sexe, un sexe qu'à l'intérieur et un sexe qu'à l'extérieur. Donc des structures psychologiques. Et il y a des choses où il y a aussi des analogies. Alors il y en a aussi qui vont dans le chocolat, c'est moins grave. Il y en a qui vont dans la sexualité, ça c'est plus dommageable. Ou alors les troubles alimentaires qui sont fréquents, anorexie, boulimie et ces genres de choses. Ça c'est fréquent, pas que pour HPI, mais c'est très fréquent. Plus les filles que les garçons. On est encore dans le corps, on est encore dans le ventre. Est-ce qu'on peut se dire que le fait, par exemple, dans les témoignages encore que tu as eu, le fait de faire une scarification, au moins, effectivement, cette douleur outrepasse l'autre douleur et la met en arrière-plan, donc une sorte de répit, et au moins cette douleur-là, elle est logique puisque je la crée, je reprends le contrôle. Est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là dans la démarche de se scarifier? Exactement. Je reprends le pouvoir. Je suis sujet, pas objet de ce qui se passe. Et comme une anorexie, si tu veux, l'anorexie te reconnecte à ton corps. C'est un contrôle de soi et ça évite de partir en fragmentation. Donc c'est d'être en contact avec le corps, c'est d'avoir un ressenti, c'est de décider de ce qu'on fait et pas subir la situation et de revenir au réel. Quand je disais à Gaëtan, ou Gaëtan venu me chercher sur le fait que le corps est un enjeu, évidemment qu'il est un enjeu et on le voit encore là, plus pour les filles ou les femmes que pour les hommes, parce qu'il y a un enjeu vital. Et ouais, je crois que je l'ai dit à Gaëtan, des personnes qui saignent. Gaëtan, Mathieu, sans doute. Mathieu. Pardon, mais vous êtes en binôme, donc je vous confonds. Mathieu. Ça va. C'est juste pour les spectateurs, ne s'inquiètent pas. Non, on n'est pas en couple, c'est pas toi qui es enceinte. Il a une vraie femme qui est enceinte, il va avoir un gros bébé. Donc vous êtes un couple professionnel, comme on le met tous les deux d'ailleurs. Et pour la bonne cause. Donc pour les filles qui saignent et qui se disent, bon, en fait, je suis en vie, c'est du vrai, c'est du concret. Tu te rends compte? Et enfin, ça a du sens. C'est dur pour les parents. C'est pour ça que j'avais fait venir Esther, que tu as vu parce que tu étais aux premières loges sur cette situation. C'est terrible. C'est pas obligatoire que ça dure. Faut surveiller de près le sujet, mais le traitement, l'accompagnement pour les filles n'est pas du tout le même que pour les garçons. Le rapport au corps est pas le même. Et il y a des exceptions des deux côtés. Évidemment qu'il y a des garçons qui font des TS. J'ai pas souvenir d'avoir vu des garçons qui avaient fait des scarifications, ce que j'entends à peu près régulièrement sur une grande majorité des filles. Par contre, j'ai vu des filles qui ont fait drogue, alcool et jeux. Je vais passer à un dernier point, mais pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas ça, qui n'aurait pas ressenti ces intensités-là atypiques, va-t-on dire, c'est quand même se dire, pour en arriver là, qu'est-ce que l'inconfort derrière, pour ces personnes, même si on l'a pas vécu, doit être fort. Donc voilà, pour sortir de il faut pas, il y a une telle intensité dans l'inconfort derrière que la seule porte de sortie ou les seules portes de sortie, c'est à un moment donné de se détruire par un biais ou par un autre, parce qu'on sait qu'en buvant de l'alcool régulièrement, de toute façon, ça va pas faire du bien au corps. Les scarifications, c'est quelque chose qui va être douloureux à vivre, tellement inconfortable c'est derrière qu'à un moment donné, c'est la seule voie qui paraît empruntable. Donc pour aussi avoir de l'empathie par rapport à ces problématiques-là et arrêter de juger avec ce côté il faut pas, ça va tellement au-delà de ça. Pour vraiment être dans l'empathie. Et puis ça sert à rien, les personnes elles savent déjà. C'est pour ça, tu vois, dans l'échange qu'on a eu avec Bénédicte, qui parlait des maladies auto-immunes, c'est une solution. L'alcool est une solution, la drogue est une solution, le suicide est une solution. Donc c'est pas la peine d'aller juger ça, c'est la partie émergée d'un processus. Faut pas aller attaquer ça, faut aller attaquer le processus pour essayer de trouver une solution alternative moins dommageable. Ouais, accompagner et pas juger. Je vais me permettre de conclure sur quelque chose qui me touche ou qui est de mon actualité, on va dire, du moment. Vous avez parlé de la difficulté pour un atypique de se sortir contenu. Donc vous avez parlé de ça avec Mathieu.
Parce que ce que vous avez évoqué, il y a toujours ce côté, on se sent en alerte, difficile de se laisser aller. Et moi, ce que je peux rajouter, c'est que je ressens cet appel de fond, de pouvoir trouver du contenant. Parce que le fait d'être en alerte, le fait de ne pas se laisser aller, ben, évidemment, on l'a évoqué de nouveau, hein, c'est un coût énergétique. C'est aussi quelque part chez moi, perdre en naïveté, perdre en espoir, perdre en naïveté, et le renoncement a la tendance à me couper les pattes, à me couper les jambes, à me saboter mon énergie. Donc le fait de ne pas justement pouvoir avoir ces contenants régulièrement est difficile à vivre pour ce coup en espoir, pour ce coup en spontanéité, en naïveté et en énergie. Et tu as évoqué le club Mickey, et donc moi je me demande quand est-ce qu'on va enfin pouvoir jouer dans le club Mickey. Mais tu sais, c'est pour ça que j'ai créé les groupes de colorier il y a 15 ans, peut-être maintenant. Il y a plus de 4000 personnes dans le monde sur tous les continents. Ça, c'est bénévole et gratuit que pour les gentils. Parce que comme je suis chef, donc c'est moi qui ai le pouvoir, donc je fais ce que je veux que des gentils. Donc il y a une quarantaine de groupes dans le monde, c'est sur mon portail HPI Talent. Pour avoir des clubs d'homologues, pas pour faire une réserve d'Indiens, parce qu'on peut inviter aussi, on le fait parfois à Bordeaux, des amis de la famille. Mais en tout cas, un endroit où on va pas être jugé et critiqué, où on peut se lâcher sans être mis en danger. Donc si tu veux, tu peux avoir ça avec des amis, atypiques ou pas. Donc c'est comment tu peux segmenter ta vie personnelle et sociale avec des endroits dans lesquels tu auras plus ou moins d'autorisation. Mais est-ce que tu peux tout lâcher, ta naïveté et puis des fois, ben, on se lâche à des endroits qui sont pas appropriés parce que ça sort tout seul. Et puis après, on peut regretter ou pas. C'est un sujet en permanence. C'est pour ça qu'on a besoin de solitude. La solitude, c'est pas l'isolement, c'est pas du rejet. C'est ni du rejet de l'autre ni du rejet de soi. C'est qu'on a besoin de solitude pour se mettre au sec, en fait. Par rapport à tout le niveau de contrôle qu'on doit avoir, qui est de la charge en permanence, qui fait qu'on va pas être naturel, ce que peuvent penser un certain nombre de gens, qui n'ont pas idée 3 secondes de ce que ça coûte de devoir survivre comme ça pour rester en vie. Donc ça dépend de nos configurations personnelles, professionnelles, familiales, et de ce dont on peut avoir besoin. Moi, j'ai créé les coloriers pour ça, en tout cas pour être sûr d'avoir des homologues atypiques. S'il y a des gens HQI neurotypiques, ça peut poser des problèmes parce qu'ils vont pas s'y retrouver. On parle pas pareil. C'est pas une question de QI. C'est une question de mode de fonctionnement différents qui peuvent être étranges et c'est pas l'intention d'être étrange et malveillant. Donc bien sûr que c'est un sujet. Mais très souvent, même avec les autres, on est seul. On est seul. Donc c'est une manière de gérer sa solitude ou de gérer cette réalité d'isolement, voire d'inaccessibilité pour certaines personnes. Alors c'est pire si t'es HPI ou t'es HPI au-dessus de 160 de QI, c'est au-dessus du test. T'es HPI, tu sais pas où t'es, ou plus même. Moi, j'ai des personnes qui me parlent de la dimension, qui échangent la dimension dont tu viens de parler qu'avec moi. Non seulement elles vont pas te juger, mais en plus je peux leur expliquer des trucs sur elles. De compréhension, c'est pas un truc qui arrive en 2D. On peut interagir. Il y a ça aussi. Tu peux avoir des gens bienveillants, de bonne volonté, des sympathisants. J'en parle des fois. T'as des gens, c'est des sympathisants. Ils sont pas concernés, mais ils sont gentils. Donc il y a ça aussi. Il y a des gens sympathisants. Sauf qu'ils vont pas rebondir. Ils savent pas rebondir. Ils sont gentils. Ils t'écoutent. Ils te posent 2 ou 3 questions, mais ils peuvent pas aller plus loin parce qu'ils voient pas. Ils n'ont pas le système. Mais déjà, ils font pas de mal. Donc, tu vois, elle m'énerve la caméra. Ça dépend un peu de notre ingénierie sociale. J'appelle ça l'ingénierie sociale entre le privé et le public et comment on se joue de tout ça. Et l'image qui me venait là, c'est le bateau à voile qui arrive dans le bon port. Il a l'impression d'être arrivé dans le bon port. Oui, d'où l'importance de bien se connaître pour savoir comment tu navigues avec tout ça. Puis tu peux avoir des endroits sociaux où tout le monde s'en fout. Tu vois, par exemple. Ou après, ça peut être des endroits, mais ça peut être des pays, des cultures. Hein. Selon les cultures, la pression sociale est pas du tout la même. Et, tiens, juste aussi, on parle de ça. Ce qui me vient comme question, c'est est-ce que de ton expérience, il y aura une culture qui serait plus apte à recevoir les caractéristiques atypiques dans la culture, dans l'abord aux gens, à l'homme, avec un grand H? Je sais pas répondre. Enfin, je sais pas en nommer une que j'aurais pu avoir parce que j'ai été 10 ans en Guyane française, j'ai travaillé 4 ans et demi au Sénégal, en Togo, en Tunisie, en Afrique, en Europe, même au Canada. Tu as écouté l'échange qu'on a eu avec Marianne Bélanger. Il y a une telle pression sociale qui est énorme.
Est-ce qu'il y aurait une culture suffisamment tolérante pour permettre ça? On va voir prochainement, mais ça on l'a programmé, donc je peux pas répondre. Ce que va nous dire Lorena sur le Brésil et le monde lusophone, la danse au Brésil et le monde lusophone, qui a l'air moins prégnant, ça va être super intéressant, ou moins pesant, mais je ne sais pas en argumenter une dont j'aurai l'expérience. Je me demande dans quelle mesure justement la rentabilité économique ou le jeu de l'économie à tout prix et du cumul de richesses à tout prix n'est pas une valeur opposée finalement à l'empathie et à ça me suffit. Il n'y a pas que ça, tu vois, par exemple, j'étais à Hong Kong, en Singapour, en Chine, il y a une forme d'élitisme où c'est à Singapour, qui était le plus haut niveau PISA, mais les gamins se suicident quand ils n'ont pas réussi leur truc par rapport aux parents, même si Singapour a modifié son système d'éducation, c'est ancré dans la culture. À Hong Kong, les gamins ils rentrent de l'école le soir, ils mangent et puis ils retournent dans les classes jusqu'à minuit. Donc il y a quelque chose qui est une espèce de loyauté parentale. En Chine, ils se cassent pour monter leur entreprise, mais surtout pour montrer aux parents qu'ils sont bons. Enfin, et puis ça dépend des régions. Je suis très grossier dans les propos que je tiens, mais tu vois, mais en Chine, t'as le logo de Matza, les gens t'arrêtent et discutent. Mais parce que pour eux, c'est le QI, c'est comme un sportif de haut niveau. Donc c'est sympa, mais pas pour la bonne cause. Tu vois ce que je veux dire? C'est très élitiste. Très élitiste, c'est qu'on va mettre les gens décalés de côté. Au Vietnam aussi, je crois qu'il y a des classes. Et il y a des classes, mais ça va pas jusqu'au lycée. Mais on est dans une forme élitiste, HQI neurotypique. Donc on n'est pas dans la tolérance, on est dans l'élitisme, comme un sportif de haut niveau. Est-ce qu'il y en a ailleurs? Je sais pas, j'ai pas l'expérience. De mémoire, j'ai pas de témoignage. Merci beaucoup. Une petite question provoque, hein. C'était la fin de notre entretien avec Mathieu, où il y avait cette question ou cette solution avec la notion de s'aimer. Et moi, je me suis dit en mode provoque, tiens, j'allais te dire, ok, je m'aime, et alors? En quoi ça va m'aider, en fait, quelque part? En quoi ça va être une solution? En quoi ça va être mon doudou? En quoi je vais mieux vivre, finalement, mon atypie par le biais de cette notion de je m'aime? Je te réponds de plusieurs manières. Est-ce que tu t'aimes parce que ça vient de tomber la semaine dernière, ou est-ce que tu es né comme ça? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est une acquisition? Et puis déjà, t'as un livre qui s'appelle, j'en ai parlé quelques fois, Qui j'aime quand j'aime, de Ben Saïd El Loulou. Il y en a un qui est psychanalyste et l'autre philosophe. Et t'as au moins 15 manières de aimer. C'est un petit bouquin en poche, je trouve ça génial. Qui j'aime quand j'aime. Ou je crois que c'est ça, ou qui j'aime quand j'aime. C'est étonnant. Tu vois, de l'amour christique jusqu'à l'amour le plus bestial, tous les niveaux au-dessus. Donc, qu'est-ce qu'on met derrière aimer? Tu vois, je vois plein d'interprétabilités. Est-ce que c'est de l'amour de moi acquis ou de l'amour de moi inné? Est-ce que ça me permet d'être en paix et de pas reprocher aux autres des choses qui m'appartiennent? C'est à ça. Et dans ce cas-là, d'éviter des combats inutiles, ce que ça peut produire. D'éviter des combats inutiles, de pas attendre que les autres nous aiment, parce que de toute façon, vaut mieux oublier ça. Donc, c'est d'avoir une espèce d'indépendance de gestion, de s'aimer ou de s'apprécier, et de faire de son mieux possible, hein, tu vois, dans aimer. Parce qu'il y a plein de manières de voir, de ressentir la notion d'aimer. C'est je m'aime, en fait, c'est qui est moi qui aime, tu vois. C'est le M apostrophe qu'il faudrait aussi aller questionner. C'est qu'est-ce que j'aime de moi, et comme je suis en personnalité multiple, est-ce que j'aime les 10 ou 12 qui sont à l'intérieur de moi? Et qu'est-ce que voudrait dire aimer? Donc, tu vois, moi je vois tout ça dans le langage. Mais si je suis en paix avec moi-même, avec le bordel, avec mes insécurités, et que je vais pas demander aux autres de faire le boulot pour moi, déjà c'est pas mal. Parce que tu pourrais avoir aussi une espèce de j'aime naïf. Tu vois, je m'aime naïf. Donc quel est le niveau de profondeur et d'intégration de je m'aime, que seraient les M apostrophes, et que veut dire aimer? Bon, je suis désolé, je suis compliqué. Mais je sais non, mais moi j'aime bien ce que j'entends. J'entends à la fois se réunifier avec toutes ces parts, qu'elles soient acceptables ou pas acceptables socialement, selon des morales qu'on nous a inculquées. Donc se réunifier, mieux se connaître. Tant aussi, et merci beaucoup pour cette proposition, que le terme aimer, certes, il y a un seul mot dans la langue française, mais on peut y mettre tellement de choses. Aimer ses enfants, aimer, comme tu dis, bestialement, aimer à croquer l'autre. D'ailleurs, il y a des expressions françaises autour de soi, ou aimer de façon, comme tu l'as dit, beaucoup plus métaphysique. Voilà, décomplexer le terme aimer pour pouvoir de nouveau le proposer à ses congénères. Je trouve ça très chouette. Je t'écoute, Fabrice.
Oui, il y a aussi, il peut y avoir des alternatives, c'est-à-dire, il y a aussi, j'accepte. J'accepte d'être imparfait, j'accepte que ça soit le bordel, j'accepte de me tromper. La perfection n'existe pas, j'accepte que je vais pas réparer toute ma vie, parce que de toute façon, normalement, au bout de 100 ans, le sujet est un peu réglé. La réparation va être faite avec la mort, hein, ça nous renvoie à un sujet d'avant. J'accepte ça. Ça veut dire que j'ai hiérarchisé les événements dans ma vie. Qu'est-ce qui est important dans ma vie? Mais il y a forcément ça, tu vois. Soit je baigne dans une pure illusion naïve, soit je suis très lucide. Mais très lucide, pardon, mais c'est pas gratuit, quoi. Il s'est passé quelque chose quelque part avec la lucidité. Il faut avoir accepté un certain nombre de choses de sa vie pour considérer que c'est ok. Mais d'être en Donc paix avec ça. revisiter sa vie et s'apaiser sur ses prétentions pour revenir à quelque chose de plus humain. Prétention, envie, perfectionnisme, et c'est-à-dire accepter un niveau d'être un brouillon et de mettre le niveau de perfectionniste, tu vois. L'incarnation, c'est juste un brouillon, hein, c'est un terrain d'exercice. Comme je dis souvent, l'enjeu, c'est de sauver notre âme. Donc après le reste, globalement, si on fait les choses à peu près propres, déjà, c'est pas mal. Hein. Là, je pense, quand tu me dis brouillon, je pense à un dessin d'enfant qui, certes, c'est un brouillon, c'est crayonné, c'est pas très précis, les murs de la maison avec le toit, c'est pas très, mais n'empêche que c'est joli à regarder et qu'on peut le regarder avec cette âme en fait, c'est très joli. Puis en plus, cet enfant, il me fait cadeau de son dessin. Waouh, d'un coup, c'est chouette, même si c'est pas effectivement réaliste, droit, parfait. Ok, super. Enfin, j'ai envie de rester sur cette note-là, que je trouve personnellement très très apaisante et jolie. Merci beaucoup, Fabrice. Merci pour ce temps que tu nous as encore accordé aujourd'hui. Merci de partager tout ce que tu peux partager de tous ces sujets qui t'animent, de toutes ces expériences, de tout ce temps que tu as passé avec de multiples personnes pour essayer d'avancer sur les sujets qui te font vivre. Malgré ce corps qui se rappelle à toi de temps en temps, mais tu sais malgré tout continuer. Donc voilà, c'est inspirant. Ouais, je fais partie des gens qui pour moi sont des gens qui sont inspirants de leur je continue, j'avance et j'avance pas que pour moi, j'avance pour quelque chose de plus grand. Merci pour tout ça, merci. Merci Gaëtan. Si c'est pour moi, je disparais. J'ai pas besoin de tout ça. Merci beaucoup et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bientôt, Fabrice. Merci beaucoup Fabrice pour ta confiance, pour cet échange sincère, fluide, riche, humain, cash et arborescent. Eh bien, au revoir. Merci. Tu sais, des fois, je suis minimaliste. Merci pour cette balade qu'on a fait ensemble. Peut-être un complément, puisque ça a été une couleur qu'on a mis dans ce livre, qui est qu'on a voulu très orienter solutions. Comme je l'ai dit au début, il y a beaucoup trop de choses orientées problèmes. Les gens veulent des solutions. Ils veulent pas des problèmes ni un chiffre. Enfin, ils veulent un chiffre pour autant que le chiffre les conduise aux solutions, mais pas un chiffre pour un chiffre. Donc on a été très orienté solutions. Que si ça intéresse des gens, c'est mes nouvelles formations depuis cette année en 2024. J'ai quelques soucis de santé, donc je peux plus faire les déplacements que je faisais en France ou à l'étranger. Donc c'est en digital maintenant. Mais c'est aussi une manière d'acculturer les gens. On est dans des sociétés orientées solutions, orientation solutions et compétences que je fais a beaucoup coloré le monde du management ou des cultures anglo-saxonnes, beaucoup moins chez nous. Donc à l'école on note les fautes, hein, pas les réussites. Donc on est très orienté dans les modèles éducationnels. Problème. Donc c'est aussi une manière de dire aux gens qu'on a essayé de faire. Essayez, dans la manière dont vous parlez entre vous et vous, je m'aime, c'est orienté solution, dans la manière dont vous parlez en couple, dans la manière dont vous parlez avec les enfants, de mettre plus d'élan et d'énergie sur les solutions que sur les problèmes. Ça veut pas dire qu'on ignore les problèmes. C'est pas un programme bisounours. Ça veut dire que c'est dans les solutions qu'on trouve des possibilités de restauration, de rétablissement, de la manière dont on peut mieux vivre notre vie. Les problèmes, en gros, ça intéresse personne. L'orientation solution, donc ça a été beaucoup développé dans les thérapies brèves systémiques, thérapie systémique organique, dans le management, dans le coaching. Donc je fais ça depuis 20 ans, j'ai travaillé avec plus de 3000 personnes, des professionnels. Tout est digitalisé, surtout ce que j'ai fait, si ça intéresse, c'est que je pense que ça n'existait pas, j'ai fait un programme tout public pour les gens. Mais de manière générale, c'est d'aller aussi réinterroger la manière dont on communique. Les structures de langage sont thérapeutiques ou sont maltraitantes. En thérapie narrative, sur des approches collaboratives, on travaille sur les structures de langage. Donc c'est tout ça, je fais pour les particuliers ou les professionnels. Et très souvent, je dis, quand je l'ai fait tout à l'heure, hein, tu vois, pour tentative de suicide, surveillez votre langage.
et corriger votre langage. C'est un processus thérapeutique. Je te remercie beaucoup pour ces précisions. Et c'est vrai que les mots sont importants, et plus on a de mots pour expliquer ce qui se passe en nous, plus on a de nuances dans ce qu'on peut décrire et ce qu'on peut partager, communiquer, et ce qu'on peut comprendre et être encore plus large à l'intérieur de nous-mêmes. Donc je te remercie pour ça et pour cet échange riche. J'aimerais préciser que les liens pour accéder à ton livre et à ton travail sont disponibles sous cette vidéo. Remercie également Gaëtan pour son aide précieuse, son soutien indéfectible et son esprit de synthèse. Et enfin, merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à réagir dans les commentaires, à t'abonner bien entendu. Et n'oublie pas, la curiosité est un joli défaut. Salut!